pas. Une question économique de François-Xavier Pietri. Alors, oui, votre programme est le plus dispendieux. Retour aux 35 heures, retraite à 60 ans, retour à la retraite à 60 ans, 1 million de logements en 5 ans, Vous avez salaire déjà à tout faux dans la 1700, question. etc. Ah ben oui, non, mais ça coûte quand même de l'argent. Ah, ça c'est vrai. La question est toute simple. On a évoqué tout à l'heure l'impôt des riches. La mesure de François Hollande, c'est 150 millions, 200 millions qui rentrent dans les caisses. C'est rien par rapport à tout ça. Où est-ce que vous trouvez l'argent pour financer tout ça? Attention. Alors. Mais je m'en amuse parce que, d'abord, la question n'est pas nouvelle. Et deuxièmement, vous commencez par dire votre programme est dispendieux. Mais non, monsieur. Vous êtes un journaliste, donc les mots ont un Quand vous poids pour créez vous. 1 million de logements en 5 ans, ça coûte de l'argent. Vous ne pouvez pas dire que c'est ça ne beaucoup coûte pas d'argent. d'argent. Vous allez voir. Mon programme D'accord. rapporte plus qu'il ne coûte. Oui. C'est ça la nouveauté. Mais d'abord, commençons par les mots. Est-ce que vous diriez que le soin qui est dû à la santé de votre enfant est trop dispendieux, monsieur? Non, bien sûr que non. Est-ce que vous seriez là pour dire les gens n'ont qu'à travailler davantage, puisque vous aurez adhéré à l'axiome des crétins, qui est de dire puisque nous vivrons plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. Et ça n'a encore effleuré l'esprit de personne que si on vit plus longtemps, c'est précisément parce qu'on travaille moins longtemps. Et que partout où l'on fait travailler les gens plus longtemps, la durée de vie recule, monsieur. C'est ça que je veux que les téléspectateurs entendent. C'est qu'aujourd'hui, à l'heure à laquelle nous parlons, alors c'est que nous compliqué de revenir à 60 ans pour la retraite. par Non, exemple. monsieur, ce n'est pas compliqué. Ce n'est compliqué que si on a peur. Mais si on n'a pas peur et si on considère que le droit à la retraite à 60 ans, c'est un droit, si nous avons été capables de faire vivre... Il faut la payer. mais... Oui, mais je sais bien, payer. Attendez, écoutez d'abord la parole humaine, monsieur, avant de sortir votre livre de compte. La parole humaine. J'ai pas Oui ou réussi à non, votre comptabiliser. père, Personne monsieur, n'arrive à comptabiliser. votre père, votre je sais pas, programme. c'est rien du tout à comptabiliser. Ça a été fait, l'Institut Montaigne a calculé ça. Ma mesure coûte 33 milliards dans une seconde. Je vais vous lire le papier, vous saurez où je les trouve. Les 60 Écoutez-moi, les 60 ans, mais pas le votre reste. propre père, ou votre propre mère, ou votre grand-père ne se sont-ils pas tués à la tâche? Est-ce que ce n'est pas votre devoir de faire que le monde soit meilleur pour les suivants que celui que vous ont laissé les précédents? Comment oserez-vous regarder vos propres enfants et leur dire « Écoutez, nous, en 1980, on pouvait se payer la retraite Mais comment à 60 faites-vous ans. pour assumer ce devoir? C'est la question que Allez, je vous bon, pose. j'ai compris que tant que vous n'aurez pas un chiffre, au fond, vous savez, c'est comme la poule avec le gnos. Hein, on dit ça à la campagne. Si vous ne lui avez pas mis le gnos, elle ne pond pas. C'est comme ça. Les poules, ça ne se passe pas comme ça. Alors, le journaliste économiste, tant que vous ne lui avez pas dit un chiffre, Mais c'est il n'est quoi pas tranquille. C'est on ne quoi peut pas le parler. gnos Alors, Parce que pardon. nous sommes des citadins, c'est quoi le gnos? Honnêtement, moi, je l'ai appris à la campagne. Eh bien, c'est un faux œuf. D'accord. On le met dans le poulailler et la poule, je ne sais pas ce que ça lui fait, mais enfin bon, après elle pond. Voilà. Donc vous, c'est pareil. Tant que vous n'avez pas le chiffre. Alors je vais vous dire. Écoutez-moi bien. Je parle macroéconomiquement. Après, on peut descendre dans le détail. Je vous ai parlé tout à l'heure de 10 points passés des poches du travail à celle du capital. Cela représente chaque année 195 milliards que l'on doit répartir, soit en cotisation sociale, salaire différé, soit en temps de travail non effectué, mais payé, comme par exemple dans le cas des 35 heures, soit en prestations sociales, etc. Nous avons cette masse. Or, le total des dépenses que j'engage par le programme du Front de gauche ne représente pas 195 milliards. Mais apparemment, aucun d'entre vous ne s'est donné le mal d'aller compter combien ça coûte. Non, vous ne le savez pas. Non, il n'y arrive pas à compter. hein. Ah, vous n'y arrivez pas? Et vous, C'est pourtant très on facile à interroge, faire. non, mais quand on interroge les économistes, Je ils vais n'y vous arrivent pas. soulager. D'abord, je vais vous parler des recettes. Oui, mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est que je m'amuse toujours de cette séquence qui a lieu à chaque fois. hein. C'est le moment où l'on dit « Mais où trouvez-vous l'argent ?» Et au moment où je dis « Où je trouve l'argent ?» Consternation, parce que vous ne savez plus quoi répondre. Je vais vous dire. Allons-y. Nouvel impôt sur le revenu. 14 tranches progressives jusqu'au revenu maximum taxé à 100%. Combien? 20 milliards. Renforcement de l'ISF et des droits de succession pour faire payer les milliardaires aujourd'hui largement exonérés sur leurs biens professionnels. 10 milliards. Suppression des autres niches fiscales et sociales inutiles. On a parlé tout à l'heure de la niche Copé. Je trouve assez extraordinaire de donner son nom à une niche fiscale qui a coûté 23 milliards au pays, pour rien. Ça nous rapporte entre 10 et 20 milliards supplémentaires. Taxation des revenus du capital comme ceux du travail. Alors, comme j'ai déjà eu cette discussion 10 fois, on m'a accusé d'en dire trop. Je prenais les chiffres qui étaient donnés par M. Artus de Natixis. Alors, comme il a donné 3 chiffres, j'ai choisi le plus bas, 50 milliards. Ça vous va?
taxation des revenus financiers des entreprises. Car la financiarisation de l'économie est arrivée à ce point que dorénavant, certaines entreprises gagnent plus d'argent en faisant jouer leur trésorerie qu'en produisant. Ça a été le cas de certaines entreprises d'automobiles dans un passé récent. Ça nous rapporte encore la taxation des revenus du capital comme ceux du travail, taxation des revenus financiers, 20 milliards. Et maintenant, me revoilà au sujet que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les fraudeurs en col blanc. Sur ce point, je vais m'arrêter un tout petit instant. Parce qu'il y a encore des questions. Le président Sarkozy, quand il est arrivé au pouvoir, a expliqué qu'il considérait que c'était une erreur de criminaliser le droit des affaires. Il se traitait 100 000 affaires de cette nature. Lorsqu'il est arrivé à la présidence de la République, il ne s'en traite plus que 20 000. Résultat, 40 milliards de fraude fiscale dans le pays, d'argent qui s'évapore. Tout ça, ça nous amène à 195 milliards. Et j'ai mis de côté, par précaution, et pour ne pas abuser de votre patience, l'argent que l'on pourrait récupérer sur la dette elle-même. C'est-à-dire sur le fait que son niveau vienne à baisser du fait que l'on rembourse, mais aussi qu'on examine de quoi elle est faite et pourquoi nous aurions à payer plus longtemps à des taux d'intérêt auxquels on paye aujourd'hui, alors que les banques, elles, peuvent se financer auprès de la Banque centrale européenne à peine 1%. Voyez-vous, ça ne dépend ça aussi que d'avoir du cran. Parce que quand un banquier viendra me dire « Monsieur Mélenchon, si vous exagérez, ça coûtera plus cher », je lui dirai « C'est dommage, c'est vous qui allez payer ». Alors, le salaire minimum à 1 700 €, c'est 21% d'augmentation du salaire brut quand le Front de gauche arrive au pouvoir. On nous dit c'est énorme, c'est pas possible, etc. Rappelons qu'en 1968, les accords de Grenelle, par exemple, le SMIC a été augmenté de 35% d'un coup. Voilà, et ça n'a pas cassé la croissance, l'activité de l'économie française, ça n'a pas ruiné les entreprises, pas du tout. Il est vrai qu'elles étaient à l'époque dans un contexte de développement de l'activité de prospérité. On est dans un contexte de crise et de récession. C'est précisément pourquoi il ne faut jamais évaluer une mesure ponctuelle proposée par un programme indépendamment de l'ensemble de sa politique. L'ensemble du programme du Front de gauche est un programme qui va réinjecter pour près de 200 milliards d'euros d'investissement productif dans ce pays. Et donc qui vont provoquer évidemment un redémarrage massif de l'activité de l'emploi. Dans ce contexte-là, le fait de distribuer entre 15 à 30 milliards d'euros de salaires supplémentaires dans l'économie, 15 à 30 milliards selon que les effets de répercussion des bas salaires sur les salaires juste au-dessus un peu en dessous de la moyenne seront importants ou pas, eh bien, il faut bien comprendre que ça n'est pas qu'un coût pour les entreprises, c'est en même temps un revenu immédiatement dépensé et donc il y a autant de chiffre d'affaires pour les entreprises et de débouchés. Donc, sur le cadre macroéconomique global, ça fonctionne. Supporter 20% d'augmentation de salaire dans une économie qui est à nouveau repartie dans un schéma de progrès de l'activité, c'est parfaitement supportable et au contraire même, je dirais, l'augmentation des salaires favorise ce mouvement. Il y a aujourd'hui tellement d'entreprises qui attendent qu'une chose, c'est que leur carnet de commandes soit plus gonflé. Comment le carnet de commandes va gonfler si on continue à réduire les revenus des gens? Donc c'est en augmentant les revenus qu'on fait repartir la machine. Cela dit, au niveau microéconomique, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise particulière, il peut y avoir des difficultés pour les petites et moyennes entreprises. Les petites, vraiment, c'est-à-dire celles qui ont moins de 50 salariés, elles représentent à peu près 60% des salariés au SMIC. Les grandes entreprises n'ont pas de problème. Au-dessus de 500 salariés, on a des entreprises qui ont entre 5% et 10% maximum de leur main-d'œuvre qui est au SMIC. Et donc avoir une augmentation de 20% sur quelque chose qui représente à peine quelques points de 4 ou 5% de leur masse salariale, elles peuvent parfaitement le digérer. Et en 5 ans, avec les gains de productivité qu'elles réalisent au rythme de 2% par an, elles récupèrent. Donc elles n'ont aucun souci, elles ont les moyens d'assumer, surtout si on est dans une économie qui est à nouveau en état de développement de son activité. En revanche, pour les petites entreprises de moins de 50 salariés, qui occupent l'essentiel des salariés au SMIC, il peut y avoir une difficulté en trésorerie tout simplement, une difficulté de court terme. Alors évidemment, comme on est des gens sérieux, et qui sommes attentifs à cette question, nous le ferions de telle manière que cela ne coûte strictement rien pour ces petites et moyennes entreprises de moins de 50 salariés.
pendant un certain nombre d'années. Comment c'est possible? Comment on peut opérer un transfert, soit un transfert sous forme fiscale ou sociale, hein, selon qu'elles ont des bénéfices imposables, selon le niveau de cotisation sociale qu'elles payent. Donc des formes d'aide à ces petites entreprises. Avec quels moyens? Ben, c'est pas compliqué, puisque nous supprimons l'essentiel des niches fiscales qui profitent aux grosses, aux grandes entreprises, aux actionnaires, aux dividendes. Il faut bien comprendre que une seule niche fiscale, par exemple celle qui concerne les règles de consolidation des bilans et des comptes entre les filiales d'une société mère et qui permet d'optimiser et de payer moins d'impôts sur les sociétés, rien que ça coûte 20 milliards d'euros par an à la France. Or, le coût de l'augmentation du SMIC pour les petites entreprises de 50 salariés, c'est entre 7 et 10 milliards selon les effets de répercussion. Eh bien, ça ne leur coûtera rien. Si ça coûte 10 milliards, si ça coûte 15 milliards, ces 15 milliards seront payés parce que nous récupérerons sur les niches fiscales, sur les grosses et les grandes entreprises. C'est la solidarité entre les grandes et les petites. Et donc, il y aura des mesures comme ça d'accompagnement. Pas éternel, parce qu'en réalité, même ces petites entreprises, au bout de 50, 6 ans, quand on sera dans une économie avec 3% ou 4% de développement de l'activité et de l'emploi par an, elles ne se poseront plus le problème du salaire. Elles seront en mesure de payer les salaires au niveau normal. Et elles en bénéficieront, parce que le fait d'avoir des salariés mieux payés, plus motivés, moins stressés, moins absents, ça leur fait réaliser des économies considérables. Et puis le fait d'avoir une masse salariale qui a plus d'argent, et donc qui va dépenser, qui va acheter les services que produisent les entreprises de services, ça profite à tous. Donc pour les petites et moyennes entreprises, ça ne coûtera rien, il n'y aura vraiment aucune difficulté, donc c'est la raison pour laquelle c'est parfaitement réaliste. Alors quand on nous dit évidemment, mais vous allez renchérir le coût du travail, donc on va être moins compétitif dans la compétition internationale, etc. D'abord il faut savoir qu'en termes de coût de travail, la France aujourd'hui, contrairement à ce qu'on dit, est à un niveau de compétitivité tout à fait acceptable en Europe. Elle est juste un peu, son coût unitaire du travail est juste un petit peu en dessous même de la moyenne de l'Union européenne. Pourquoi? Parce qu'on a le travail le plus productif du monde. Donc on a des marges. Et puis peu importe, parce que par ailleurs nous mettrons en place des mesures aussi de protection contre la concurrence déloyale, contre le dumping fiscal et environnemental, c'est-à-dire que nous ne sommes pas désarmés également pour nous protéger contre la concurrence déloyale. Alors bien sûr, il y a un problème supplémentaire, c'est que c'est non seulement le niveau des salaires, mais le problème de tous ceux qui ne peuvent même pas avoir un salaire plein, parce qu'ils ne peuvent pas avoir un temps plein, parce qu'on leur impose un temps partiel. Sans parler des malheureuses femmes, souvent, parce que ça concerne souvent les femmes qui, dans la grande distribution, ont non seulement des temps partiels, mais des temps partiels coupés en 2 ou 3 morceaux dans la journée, ce qui fait qu'en réalité, elles sont occupées et à disposition de l'employeur 12 à 14 heures dans la journée pour n'être payées que 4 ou 5 heures. Donc ça, c'est la forme moderne, effectivement, de l'esclavage par la précarité. Il sera totalement aboli si on applique le programme du Front de gauche. Parce que d'abord, nous limiterons à un seuil de 10% la possibilité, en limitant réellement la possibilité de recourir, pour des raisons normales d'ajustement de la main-d'œuvre à court terme, à des contrats d'intérim, de temps partiel, etc. Enfin bref, autres, et à durée déterminée, autre que le contrat normal qui est le contrat à durée indéterminée et à temps plein pour, en tout cas, ceux qui le souhaitent. Il n'est pas question d'interdire aux gens de travailler à temps partiel si c'est leur souhait et si c'est désiré. Bien. Donc nous supprimerons la possibilité d'avoir des journées de travail discontinues, coupées en petits morceaux. Ce sera purement et simplement interdit. Voilà. Si vous embauchez quelqu'un pour 4 heures, il travaille 4 heures et puis après il rentre chez lui. Bien. Et nous imposerons effectivement le recrutement privilégié pour les entreprises qui créent des emplois à temps complet, le droit de préemption en quelque sorte des salariés qui sont à temps partiel pour occuper ces emplois à temps plein s'ils le souhaitent. Bref, nous ferons absolument la chasse à ces pratiques effectivement de précarisation, y compris d'ailleurs dans la fonction publique, puisque pour les 800 000 salariés qui en fait travaillent dans la fonction publique mais sur des contrats précaires, ils seront purement et simplement titularisés. Donc il y a une vraie politique fondamentale là qui consiste à dire sur le principe de liberté mais d'égalité, c'est-à-dire ceux qui veulent
délibérément, effectivement, ne pas avoir un salaire plein parce que ça correspond à leur choix, à ce qu'ils souhaitent, et avoir une activité à temps partiel, bien sûr, garderont leur pleine liberté. En revanche, pour le reste, la contrainte, le temps partiel contraint, hein, ou les journées discontinues deviendront absolument impossibles dans le cadre de l'application du programme du Front de gauche. C'est un choix idéologique. C'est l'idée d'une France dans laquelle il y a des gens qui, en effet, gagnent très confortablement leur vie, mais où il n'y a plus de misérables. La preuve, c'est que j'ai imaginé un cercle vertueux dans l'entreprise. Il ne doit pas y avoir dans une entreprise un salaire qui soit 20 fois supérieur à celui qui est en bas de la hiérarchie. Ça s'appelle un cercle vertueux, c'est le salaire maximum autorisé, et c'est une idée de la Confédération européenne des syndicats. Personne n'aura plus, à la fin de l'année, plus de 360 000 euros de revenus. Oui, c'est pareil pour les joueurs de foot, pour les gens qui gagnent aux Oscars, oui, pour les gens qui vendent leur appartement juste en une fois. Ceux-là, ils vont aussi, on va tout leur prendre d'un coup? Non. Ça relève d'autres impositions pour le cas où vous n'auriez pas vendu votre appartement, ce qui m'a l'air d'être le cas. Quand vous le vendez, on vous taxe tout de suite. Moi, ça m'est arrivé, donc je peux vous en parler. Non, on ne parle pas de ça. On parle des revenus, c'est-à-dire de l'argent que vous gagnez par vos actions, votre salaire, et tous ces biens-là. Bon, donc, alors lui, il vient de les joueurs de foot, okay. On est d'accord, hein? Oui, bien sûr, les joueurs de foot, bien sûr. Les joueurs de foot, d'abord peut-être même. Hein, il faut qu'ils montrent l'exemple. Il faut qu'ils montrent l'exemple. Hein. Et il y a bien des domaines où les gens qui gagnent au loto, par exemple, aussi? Ah oui, madame. Mais ça, c'est un choix idéologique, hein, j'en conviens. Hein. Nous ne sommes pas d'accord pour qu'on empile des fortunes gigantesques. Non, nous ne sommes pas d'accord. On a le droit d'être pas de notre avis, mais on a aussi le droit d'être de notre avis et de le dire. Nous sommes des partageux. Nous pensons que 30 000 euros de revenus mensuels, c'est suffisant. Voilà. Alors, il y a des gens qui disent, non, moi, il m'en faut 40, 50, 60. Eh bien, pas ici. Voilà, ici, c'est la France, le pays égalitaire. 10% des Français, les plus riches en question, payent 72% de l'impôt sur le revenu. 1% des Français les plus riches payent 37% de l'impôt sur le revenu, alors qu'ils représentent 8% des revenus. Ça veut dire quoi? Que oui, en France, les riches sont taxés. Et c'est normal. Les surtaxer, c'est les faire fuir. Et vous n'aurez plus rien, malheureusement, pour financer ce que vous êtes en train d'évoquer, à savoir l'augmentation des salaires. Parce que si vous n'avez plus d'entrepreneurs, qui va payer l'augmentation des salaires que vous demandez? Alors, monsieur Apparu, il est assez dommage que vous soyez un aussi mauvais sarkozyste. Parce que, voyez-vous, dans la campagne présidentielle, au moins un point vous aura échappé. J'ai proposé d'appliquer en France ce que les Américains appellent l'exit tax. C'est-à-dire que les gens qui partent à l'étranger et ne déclarent pas, ils payent dans le pays où ils sont, mais ne payent rien à la France. Les Nord-Américains obtiennent, parce qu'on sait où sont les gens, que la différence soit payée au fisc nord-américain. Je propose qu'on fasse pareil pour la France. Je l'ai présenté devant M. Copé, qui s'est moqué de moi en disant « Et voici M. Mélenchon, qui est un rouge, qui nous propose quelque chose comme aux États-Unis d'Amérique. Ah, ah, ah !» Et puis ensuite, un soir, à TF1, Nicolas Sarkozy dit « Je propose d'appliquer l'exit tax ». Et il se trouve que la journaliste qui a de la mémoire, Madame Ferrari, dit « Mais attendez, ça, c'est M. Mélenchon qui le propose ». Et il répond oh, « Bah écoutez, après tout, pourquoi pas, c'est pas une si mauvaise idée. » On a déjà vu la scène avec M. Cahuzac il y a quelques semaines. On a déjà vu le débat, donc vous pouvez le refaire le même si vous le souhaitez. Non, c'était pas Cahuzac, là, je suis en train de vous parler. J'entends bien, mais vous avez vu exactement la même scène il y a quelques semaines, donc on peut l'éviter. Vous avez tendance à vous répéter, vous autres les libéraux. Et donc, c'est vrai que vous la innovez situation, beaucoup pour ce qui vous concerne. Le premier argument d'après lequel, si l'on taxe trop, tout le monde se sauvera et donc il n'y aura plus d'argent, s'écroule. Mais non. Car ceux qui s'en vont, de toute façon, seront taxés. Deuxièmement... Et donc vous allez les taxer 2 fois, et en Grande-Bretagne et en France. Bravo. Oui, et je vais vous expliquer comment on fait. Et bien sûr, les Britanniques vont l'accepter. Ça va de soi. Bien évidemment que oui. Mais écoutez-moi, monsieur Qu'est-ce que vous allez faire aux Britanniques alors? Mais écoutez, monsieur Apparu... Non mais expliquez-nous concrètement comment ça marche. Mais laissez-moi parler pour qu'on vous l'explique. Il vous répond. Allez-y, Jean-Luc Monsieur Apparu, vous ne le savez pas, mais ça fonctionne déjà. Ah bon? Et comment? Oui, ben, je vais vous donner un exemple. Les conventions fiscales. Le mien. Sauf que faut être d'eau pour signer une convention fiscale. Attendez, le mien, l'exemple. Je suis député européen. Je suis taxé à la source par l'Union européenne. Puis, je déclare ce que j'ai donné, ce que j'ai reçu, et le fisc français calcule combien je devrais lui donner si j'étais en France. Et c'est sur cette différence qu'il devrait prendre. Eh bien, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, les gens paieront ce qu'ils doivent au fisc anglais et la différence de, s'ils avaient été taxés en France, ce qu'ils auraient dû donner au fisc français. Maintenant, vous dites, pour ça, il faut être 2. Il faut avoir des conventions.
Eh bien, en effet, il faut être deux. Donc, il faut commencer à discuter. Les Nord-Américains l'ont fait pays par pays. Car, voyez-vous, le nombre de pays concernés est extrêmement limité. Et savez-vous ce que nous dirons aux Anglais à ce moment-là? Nous leur dirons, si vous voulez qu'il en aille de même pour les ressortissants anglais qui sont chez nous, et qui sont nombreux, nous en sommes d'accord. Et ainsi, nous harmoniserons fiscalement. Et vous pensez donc la zone euro. qu'évidemment, les Britanniques signeront Oui, sans en vous effet, faire je rire, le pense. bien évidemment. Je le pense parce que Vous êtes dans bien seul, mais l'univers c'est pas entier- grave. C'est non, déjà beaucoup. Non, mais écoutez, je vous en prie, dans l'univers entier, cette idée avance. Parce que tous les États s'y mettent et en ont assez de se faire détrousser. Et de la même manière, je pense que dans l'univers entier, on va prendre des dispositions contre les paradis fiscaux. Encore que, vous aurez remarqué, monsieur Apparu, et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dénoncer cette situation. En 2009, lorsque s'est réuni le G20 à propos des paradis fiscaux, souvenez-vous, ils avaient dit qu'il y en avait 11 dans le monde qui étaient des paradis fiscaux. Le 2 avril, le 9 avril, il n'y en avait plus aucun sur la liste. Ce qui signifie qu'il y avait un état d'esprit à l'époque qui était d'essayer d'éviter la taxation du capital. Maintenant, tout le monde en a par-dessus la tête. Les États veulent rentrer dans leur argent. Voilà pourquoi, monsieur Apparu, cette méthode technique dément l'idée d'après laquelle tout le monde se sauverait. Sur les licenciements économiques, on voit beaucoup justement d'entreprises qui partent à la dérive. Et donc, ma question, c'était qu'est-ce que vous comptez faire pour y remédier ? Alors, il y a les mesures d'urgence. Là, je vais essayer d'être aussi bref que possible. D'abord, il faut arrêter l'hémorragie. Là, on a des outils politiques. Premier outil politique, interdiction des licenciements boursiers. Deuxième outil politique, droit de veto dans les comités d'entreprise pour la représentation ouvrière. Troisième outil politique, le patron s'en va, il veut vendre l'entreprise ou il ne veut pas la vendre, comme c'est le cas de Embreal, il a fait mourir tout doucement. Droit de préemption des ouvriers, s'ils en sont d'accord, sous forme de coopérative. Les camarades socialistes ont rajouté un truc qui ne mange pas de pain, mais pourquoi pas, nous on veut bien le prendre aussi, qui dit, si un patron ne veut pas faire tourner une entreprise, il est obligé de la vendre. Je ne sais pas très bien comment on fait ça, notre méthode paraît plus simple. Ça, c'est pour parer à l'urgence. Deuxième série de mesures d'urgence, la réquisition. On l'a déjà fait dans le pays. Tout ce que je vous raconte là, c'est toutes des choses qu'on peut organiser en 2 temps 3 mouvements. La réquisition, on l'a fait pour Louis Renault, qui était un odieux collaborateur, quelqu'un qui avait suivi les conseils de Brasillac, que cite Madame Le Pen, et donc il a collaboré. Et nous l'avons puni. À la Libération, ses biens ont été confisqués. Pas parce que l'État voulait faire des voitures, mais parce que c'était un odieux collabo. Voilà. Donc on a les moyens. Ça a été fait par décret. Comme personne n'est revenu sur les décrets de réquisition et de confiscation de Renault, en dépit des efforts des héritiers pour y aboutir, donc on peut utiliser cet instrument législatif-là. Ensuite, la punition et la sanction des traîtres à leur pays. Il y a des articles du Code pénal qui prévoient la répression de ceux qui nuisent aux intérêts fondamentaux économiques de la nation. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas définis. Plus exactement, ils sont définis, mais les peines ne sont pas définies. Donc nous définirons les peines. Je dis ça pourquoi ? Pour qu'on ne revoie pas une deuxième fois des gens comme les cadres de Molex qui ont, sur injonction de l'entreprise étrangère, fait fabriquer des moules ailleurs, enfin vous connaissez cette histoire-là, pour ruiner l'entreprise. Ou bien dans le cadre de la Célanaise à côté de Pau, sur injonction de l'entreprise nord-américaine, les cadres ont conspiré à l'exécution de cette entreprise. Donc voilà, ça s'appelle la loi. Alors je sais que je surprends quand je dis ça, parce que on se dit oh là là, oh là là, oh là là. Mais c'est curieux, on trouve toujours que c'est tout à fait normal de courir après les voleurs de mobylettes, de dénoncer, de traîner au pilori public les 3-4 énergumènes qui trichent à la sécurité sociale en faisant semblant que tous ceux qui bénéficient de la solidarité nationale sont des suspects. Là, on trouve ça tout à fait normal. Mais on ne trouve pas normal de punir les tricheurs, les fraudeurs en col blanc et les traîtres qui vendent leur pays. Alors ça, c'est les mesures d'urgence. Après, il y a les mesures de fond. Et les mesures de fond, elles viennent de la planification écologique. Nous pouvons travailler plus longtemps, et d'ailleurs on le voit. Je ne vois pas pourquoi un Italien, un Allemand, un Anglais, un Américain pourrait travailler plus longtemps et pas un Français. Je suis électeur de Mélenchon. Scénario. Oui, je suis électeur de Mélenchon. Je suis jeune. J'ai pas de famille. Je suis libre. Je croque la vie à pleines dents. J'ai envie de travailler le dimanche. Et puis même mieux que ça, tiens, j'ai envie de travailler plus pendant 2-3 ans parce que je m'achète un petit pavillon à Montluçon. Et il faut que je le finance. Mais dans 4-5 ans, j'aurai des enfants et j'aurai envie de travailler un peu moins. J'aimerais moduler ma relation au travail. J'aimerais la contractualiser avec mon employeur. Je rêve de souplesse et de liberté dans le grand triptyque républicain. Liberté, égalité, fraternité. Absolument.
je rêve de liberté. Pourquoi est-ce que vous, homme de gauche, vous ne me prendriez pas la main pour aller vers là? Alors, pour deux raisons. La première, elle est d'ordre de la morale de la vie commune. C'est pas chacun pour soi. Chacun, dans les actes qu'il pose dans la société, doit réfléchir aux conséquences des actes pour les autres. Donc, c'est pas parce qu'il y en a un qui dit « Moi, je suis en pleine forme, je vais travailler 10 heures, 12 heures par jour. Tous les autres ont qu'à en faire autant. Sinon, c'est des feignants. » Ah ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des tas de jeunes qui rêvent de travailler le dimanche. Donc, oui, eh bien, ce n'est pas mon avis. Je ne suis pas d'accord pour une société où on travaille le dimanche. Voilà, c'est mon droit. Lui, il peut dire « Ah ben oui, tout le monde doit travailler le dimanche. » Pas moi. Je ne suis pas d'accord pour que l'occupation... C'est un de vos électeurs. C'est peut-être un de vos électeurs. Eh bien, il doit, ou il change d'avis, ou il cesse de voter pour moi. Mais moi, je ne changerai pas d'avis. Et si c'est moi le candidat, ça sera dans mon programme que le dimanche, on ne travaille pas. Je suis pour qu'il y ait des pauses dans la société. La vie, c'est pas pourquoi travailler le dimanche, je vous prie, pour faire consommer. Vous savez, j'ai vécu longtemps en banlieue, presque 30 ans. Hein. La promenade du dimanche, c'était la galerie marchande de la ville. Je trouve ça sinistre. Je trouve ça terrible. Alors qu'il y avait des espaces verts et qu'il y a toutes sortes de choses. Tout le monde n'a pas envie d'aller à Vaux-le-Vicomte le dimanche. Il peut y avoir des gens qui aiment bien aller dans un magasin de bricolage avec les enfants. Je le comprends, mais je le dis, ce n'est l'intérêt de personne de se tuer la vie comme ça. Parce que figurez-vous que vous me prenez le cas du jeune qui a envie de travailler le dimanche. Je ne sais pas pourquoi vous prenez un jeune, mais admettons. Hein. Mais quelle est la conséquence ? Dans la réalité, c'est que la plupart du temps, les gens n'ont pas le choix. On leur dit ou bien tu viens et dans ta semaine, tu prends le dimanche, ou tu restes chez toi parce qu'il y en a 10 autres qui veulent du travail. Voilà une raison pour laquelle je ne serais pas d'accord pour qu'on supprime la coupe au milieu de la semaine de toute la société en même temps. Voilà. Et c'est une affaire de choix de vie. Et adapter le discours, plus généralement, adapter le discours de la gauche à cette espèce de société un peu plus individualiste, un peu plus, allez, lâchons le mot, un peu plus jouisseuse. Vous pourriez vous aussi dire, effectivement, je prends en compte ce besoin d'individualité qui émerge dans la société. Parce que vous êtes un peu sur des discours, le bonheur tel qu'on le voyait dans les années 50. C'est pas une attaque. Hein, mais, oui, c'est pas une attaque, mais ça y ressemble. Bon, je ne sais pas quelle idée vous vous faites de l'idée que je me fais du bonheur, mais surtout, on gagnerait dans une émission philosophique à vous entendre parler de ce que vous considérez comme le bonheur. Vous savez, je crois que là, la norme et l'État n'ont rien à voir. Chacun élabore sa part de bonheur et la construit, mais à condition qu'on ne lui ait pas rendu la vie impossible. Si vous commencez par dire à une famille que dorénavant, la famille, c'est une espèce d'hôtel dans lequel il y a des gens qui travaillent à toute heure du jour et de la nuit, où l'on rentre, où l'on sort, et où finalement personne n'est jamais ensemble, clairement, nous n'avons pas la même vue du bonheur. Mais ce bonheur-là auquel vous aspirez, cette espèce de mouvement permanent, eh bien, peut-être bien, mais ça, moi, je considère qu'il faut procéder tout autrement, que c'est pas ça, la vie. Alors, j'ai le droit, vous avez une autre conception de la vie. Mais pourquoi nous faites-vous, a priori, le procès de peine à jouir? Mais nous ne jouissons pas des mêmes choses, c'est tout. Nous jouissons, par exemple, de la tranquillité, par exemple, de ne rien faire, par exemple, de rêver, par exemple, de faire de la poésie, ou de la peinture, ou de la musique, ou rien. Mais j'entends, mais vive la diversité des jouissances. C'est pour ça, il y en a qui aiment bien aller se promener le dimanche après-midi dans des galeries. En bas de chez vous, quelqu'un passe avec une mobilette sans pot d'échappement. Vous dites, c'est sa liberté, puisque ça l'amuse. Bon, vous êtes contre. Très bien, vous marquez un but. Écoutez. Donc tout le monde comprend que certains comportements immoraux ou certains comportements qui ne se soucient pas des conditions de la liberté des autres sont un attentat à la liberté et à la vie commune. Voilà. J'entends. Vous savez très bien que les familles d'aujourd'hui ne ressemblent plus à celles des années 50. C'est pour ça que je prenais cet exemple, qu'aujourd'hui, il y a des familles monoparentales, il y a des gens qui sont seuls et qui souhaitent pas se marier, ont l'intention de travailler le dimanche, qui ne sont pas pour autant en souffrance et qui aimeraient bien l'idée d'aller déambuler un dimanche après-midi pendant 1 heure dans une boutique de bricolage. Enfin, ça me paraît Sauf la semaine où eux-mêmes devront aller travailler pour tenir la boutique ouverte et trouver une nounou dans la famille monoparentale pour s'occuper des enfants. Si c'est fait sur la base du volontariat, comme dans beaucoup de pays d'Europe. On va commencer par parler des loyers. C'est ici le fond du problème. D'abord, vous êtes pour que la norme, ce soit le locatif social. Commençons par dire une chose, je suis pour qu'il baisse. Pas simplement qu'il soit encadré, pour qu'il baisse. Ça, c'est dans les mesures d'urgence, parce que la situation que nous vivons est une situation qui est insupportable. Comment peut-on faire baisser les loyers sans que la mesure vienne à être confiscatoire? On peut procéder d'après la méthode dite hollandaise, qui consiste à calculer quelle est la moyenne dans un secteur, et une fois qu'on a la moyenne, tout ce qui est au-dessus, on le rabat à la moyenne. Et c'est de cette façon qu'on obtient une baisse. Cependant, si on appliquait ça à Paris,
on trouverait des moyennes exorbitantes et peut-être qu'on ne changerait pas grand-chose à la situation, pour l'agglomération parisienne, et en particulier pour Paris intramuros. Donc à ce moment-là, il faudrait s'y prendre un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'on ferait ça, on ferait ce que je viens de dire, bassin de vie, moyenne, et on regarde par rapport à la moyenne des situations comparables dans le reste du pays. Je veux dire, on peut regarder ce qui se passe à Lyon, on peut regarder ce qui se passe à Marseille, à Grenoble ou à Toulouse. Il y a aussi des petits propriétaires de logements oui. Qu'on va étrangler aussi. Mais non, on ne les étranglera pas. Il faut tenir compte du fait que tout le monde doit pouvoir vivre, pas seulement les petits propriétaires de logements, comme vous le dites. De la même manière, je propose la réquisition des logements. Alors on m'a déjà dit, mais on m'a dit pas plus tard que tout à l'heure, on m'a dit, alors qu'est-ce que vous faites? Vous les volez? Mais non, pas du tout. La réquisition, c'est pour ceux qui ne louent pas. S'ils louent, il n'y a pas de réquisition. Mais il faut louer à des tarifs qui sont humainement supportables. On est d'accord, on n'est pas d'accord avec moi, mais je me situe avec le Front de gauche dans une autre logique que celle de la soi-disant France des petits propriétaires. Le rêve d'être tous propriétaires, je l'admets, je le comprends, mais c'est une illusion. Et je dis à ceux qui m'écoutent, vous n'êtes pas propriétaires, vous êtes seulement les locataires des banques qui vous serrent la gorge. Parce que ce n'est pas vrai qu'on a envie d'être propriétaire. On a envie d'être correctement logé. Voilà, c'est tout, c'est une ambition humaine simple. On baisse les loyers, est-ce qu'on les bloque? Moi, je parle de baisse. Après, il y a des mesures de fond. La mesure de fond, c'est d'augmenter l'offre de logement. Plus il y en aura, et plus le marché va commencer à se rééquilibrer. À la Fondation Abbé Pierre, on est évidemment pour une production beaucoup plus importante de logements sociaux et de vrais logements sociaux. C'est pour ça qu'on parle de 150 000 par an. Le logement social ne suffira pas, en tout cas dans un avenir proche. Pourquoi? Et donc, on pense qu'il faut aussi mobiliser du logement privé, locatif, à des loyers en dessous du marché. Qu'en pensez-vous? Si c'est faisable, je suis d'accord. Mais je voudrais qu'on prenne le problème aussi par le bout du logement social. Non, mais on ne peut pas passer à côté du bilan de la situation, quand même. Si aujourd'hui, l'intervention de l'État, par le biais de procédés comme ceux qu'on connaît, comme la loi Cellier, hein, bon, ça revient... Qui va disparaître. Peut-être bien, mais dans les années 60, l'État donnait 0 au logement privé. Et maintenant, 70% de son intervention est tournée vers le privé. Je ne suis pas d'accord. Alors c'est un choix. Je pense que c'est 100% de l'argent public va au logement social et au logement collectif. Voilà, c'est ma version. On peut ne pas être d'accord, mais non, mais il faut d'abord commencer par ça. On commence déjà par faire des choses simples. Le 1% patronal, on le récupère tout pour du logement pour les ouvriers et pas pour l'éparpiller. Deuxièmement, le livret A, qui aujourd'hui a été dispersé dans les différents établissements bancaires. On le rapatrie tout au même endroit et ce livret A est exclusivement attaché à la création de logements. Pourquoi je lis les deux choses? Parce que j'ai lu dans un programme amical qu'on allait doubler le plafond du livret A. Pourquoi pas, si on peut mettre davantage de sous et qu'il y en a qui veulent les mettre là, tout va bien. Mais pas si ça doit rester dans la caisse des banques. Parce que aussi longtemps que ça reste dans la caisse des banques, tout ce qu'on fait, c'est les aider à améliorer leur bilan. Donc on ramène le livret A là où il doit être, dans la caisse d'épargne et dans le public, bien sûr, puisque ça doit servir à ça, et pas à améliorer les bilans des banques. Nous raisonnons toujours dans le même cadre, comme si on resterait pour toujours dans la pénurie, pour toujours dans les loyers trop élevés. Donc on peut faire, monsieur, je viendrai vous voir, et vous me ferez la liste des 10 mesures qu'il faut prendre d'urgence en plus de celles que je viens de faire là. J'ai compris, je sais, puisque je vais le signer tout à l'heure, je vais même en rajouter un avenant, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas au niveau... moi, je suis plus gourmand que vous. Alors, il ne faut pas penser que dans le cadre de la pénurie. L'objectif, on doit se donner un objectif global. On va définanciariser, donc on va petit à petit écrouler le marché de l'immobilier, parce que ce n'est pas bon de faire de l'accumulation à cet endroit-là. Donc on prend des indicateurs de développement, et on va se dire, à quel moment est-ce que nous sommes sur la bonne voie? C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est 27% du revenu d'un ménage qui passe dans le logement. Et l'objectif, ça doit être d'arriver à 20. Et donc, on se donne pour tâche, pour plan politique, d'arriver à baisser la part que représente la dépense logement, comme on est arrivé pour des tas d'autres domaines. Pourquoi on n'y arrive pas dans ce domaine qui est le plus simple? C'est quand même plus compliqué de se donner comme objectif 80% d'une classe d'âge et d'arriver à 70, que de dire on va construire 200 000 logements, qui est un problème d'ingénieur, de béton, d'électricité et de bois qui est assez simple à régler. Donc voilà, c'est donc qu'on a entretenu volontairement la pénurie, je le répète, on a entretenu volontairement la pénurie. Un mot sur les sans-abri. Vous voulez, vous aussi, interdire les expulsions? On ne peut pas être heureux au milieu d'un océan de malheur. Ce n'est pas possible.
Donc ça dépend qui gouverne. Il y a ceux qui trouvent que c'est possible et il y a ceux qui trouvent que c'est pas possible. Donc il faut prendre des mesures qui sont un peu brutales. J'ai parlé de la réquisition tout à l'heure, c'en est une. La deuxième, c'est la trêve des expulsions pour les personnes qui sont en difficulté, c'en est une autre. Et est-ce qu'il y a un la système troisième, aussi c'est pour la indemniser les propriétaires, comme on l'a vu tout à l'heure avec Eva Joly? Oui, mais c'est pas difficile à faire. Je crois qu'il y a des systèmes de mutuelles qui permettent de faire ça assez facilement. J'en étais aux tarifs sociaux. Oui, alors là, c'est une question qui est très importante. La précarité énergétique, la précarité pour l'accès à l'eau est au moins aussi traumatisant et autant facteur d'indignité que le reste, le prix du logement. Par conséquent, là encore, il faut trancher dans le vif. Il faut donc une tarification sociale. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que les premiers mètres cubes d'eau, ceux qui servent à se laver et à boire, parce qu'on ne peut pas s'en passer, les premiers kilowattheures doivent être quasiment à taux zéro. Je dis à taux zéro pour ne pas être frappé d'inconstitutionnalité, c'est-à-dire gratuit. Et puis ensuite, ils progressent suivant le niveau de la consommation et ils sont plus chers, beaucoup plus chers, quand il s'agit de mésusage. Monsieur Mélenchon, on a entendu des choses sur la production, sur la régulation des prix, avec les expulsions ou les tarifs dégressifs, sur la protection des plus faibles. Un des points qu'on a listé comme étant majeur, problématique majeure de société dans notre pays, c'est la ségrégation territoriale, qui fait que beaucoup de ménages sont renvoyés très loin des centres-villes, là où finalement le logement reste accessible financièrement. Alors la loi SRU, vous avez évoqué le renforcement de cette loi, va permettre de créer plus de logements sociaux là où il en manque. Mais est-ce que vous avez envisagé d'autres outils? Nous, on parle par exemple d'une contribution de solidarité urbaine, on parle des secteurs de mixité sociale qui sont appliqués dans certaines collectivités, comme à Rennes, à Nantes, à Nice. Quand on mélange, c'est mieux. Et que sinon, on est obligé de vivre derrière des grilles, d'avoir des espèces de cités privées où on se cache entre soi pour être heureux, tandis que les autres croupissent là où on les a mis. Par conséquent, la mixité, c'est un impératif. Et je veux dire à tous les décideurs, c'est la bonne décision politique à prendre. Ce n'est pas seulement par générosité que vous le ferez. Vous le ferez parce que vous créerez enfin une ville. On ne crée pas une ville en additionnant des quartiers qui sont des ghettos. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant d'aller signer le contrat social? Alors, je vous ai parlé de l'urgence, du diagnostic. Je vous ai dit que le logement était malade de l'argent. Je vous ai dit que les urgences, comment on s'y prenait. J'ai évoqué les aspects durables, la construction en masse. Maintenant, je veux évoquer en quelques mots la révolution citoyenne. Notre pays doit rompre avec l'état dans lequel il vit, c'est-à-dire rompre avec le règne de la finance. Et la politique doit correspondre à cette rupture, mais aussi l'intervention et l'implication populaire de masse, sans laquelle on ne changera rien du tout. Je le sais. Donc j'estime que, premièrement, nous devons reconstruire un vrai secteur public du logement. Deuxièmement, nous devons mettre l'accent, aider de toutes les manières possibles, ça ne veut pas dire obliger, mais aider de toutes les manières possibles l'habitat coopératif. Tout ce qui va pousser à la propriété sociale collective avec la volonté collective est bon dans l'intérêt de la révolution citoyenne à laquelle je pense. Et enfin, n'oubliez jamais, quand vous faites de la politique sur ce sujet, toute la dimension de l'accompagnement social de la vie des quartiers. Il n'est pas acceptable qu'on ait détruit par la privation de subventions autant de réseaux sans lesquels il est impossible d'arriver à vivre correctement ensemble. Et si je dois dire quelque chose pour terminer, c'est une pensée pour mes petits camarades qui militent dans les régies de quartier. Je suis pour que les clauses sociales soient introduites dans les appels d'offres et qu'on arrête de mettre en compétition les régies de quartier qui, elles, intègrent le coût social avec Bouygues et les autres grands promoteurs qui, eux, naturellement, ne connaissent rien à tout ça. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon. Vous allez pouvoir signer et rajouter votre avenant au contrat social. On a fait une allée comme ça avec une croix, et du coup, POC, on leur a interdit d'aller dans l'allée. Voilà. Comme ça. C'est une manière un peu symbolique de dire les choses. La peur qu'on peut avoir de voir mourir des choses qu'on sait faire, qui sont importantes, qui sont d'intérêt général. C'est pas, si vous voulez, c'est pas seulement une bataille pour l'emploi, parce que d'une certaine manière, on peut dire ils sont à un niveau de qualification où même si plusieurs d'entre eux ont déjà connu des plans dits sociaux, parce que maintenant les mots veulent dire le contraire. Ça s'appelle un plan de sauvegarde de l'emploi, ça veut dire qu'on va nettoyer la moitié du personnel. Mais c'est pas que ce problème-là. C'est aussi le problème d'un savoir-faire, des brevets surtout.
pour une invention qui est géniale. Ça consiste à mettre des couches à l'intérieur du verre, on va voir ça tout à l'heure, et votre panneau vitré, il produit l'électricité. Donc vous pouvez rendre tout le bâtiment autonome. Donc quand on dit on peut sortir du nucléaire, on peut faire 100% renouvelable, la démonstration elle est là. Ça ne serait pas sérieux si on lançait des slogans qui n'ont aucune possibilité technique de réalisation. Mais ce qu'on voit là, c'est formidable, réfléchissez-y. On m'a expliqué ça tout à l'heure. Si vous mettez ces panneaux-là sur la grande tour là, qui est à Marseille, comment vous l'appelez celle-là? Voilà. C'est pas moi qui aurais fait la pub pour cette boîte. Bon, il y a une tour qui est là. Si vous la couvrez entièrement de ces panneaux solaires-là, eh bien, le bâtiment serait autonome pour son énergie et tout le 2e arrondissement de Marseille. Donc vous voyez, ça a une puissance et ça ne marche pas qu'à l'impact direct du soleil. Ça marche à la luminosité. Ça veut dire que même s'il pleut, ça fonctionne quand même. Moins bien, mais ça fonctionne. Et cette allée, là, elle symbolise aussi un gâchis alors? Essentiellement ça. Et c'est ça que les salariés ont le plus de mal à faire comprendre. La plupart du temps, parce que beaucoup de décideurs ne comprennent pas l'état d'esprit des salariés. Un salarié, c'est pas seulement quelqu'un qui touche une paye, c'est quelqu'un qui sait faire. Là, vous avez des tronches, hein, c'est des bacs plus. Bon, et qui apporte quelque chose, une contribution à la science, à la technique, aux besoins d'intérêts généraux. Et on a l'impression que ça intéresse personne. La réponse, c'est pas rentable. Mais ça n'a pas de sens de dire c'est pas rentable. Bien sûr qu'au début, certaines techniques révolutionnaires ne sont pas immédiatement rentables. Mais sur 4, 5, 6 ans, ça change complètement. Ça le devient. Et je pourrais donner d'innombrables exemples, mais là, on veut centrer l'attention sur justement le cas de Nexis. Et en plus, les brevets de cette entreprise sont détenus en partie par EDF. EDF, c'est encore public. Qu'est-ce que c'est que ce gâchis? Je ne comprends pas. 25 millions d'euros, c'est ce que demandent c'est rien, les salariés. Voilà, c'est rien du tout. 25 millions d'euros, ça ne fera même pas un plan social ici ou là. C'est rien, 25 millions. Évidemment, pour vous ou moi, c'est beaucoup. Hein. Mais dans l'industrie, vous imaginez? Moi, si je gouvernais ce pays, c'est ça que je ferais. Je ferais comme mes prédécesseurs avant, quand ils ont décidé de faire les fusées. On l'a fait. Allez, on le fait. Moi, on m'a demandé de l'aide pour ça. Hein. Je sais bien qu'on n'a pas besoin de moi autrement. Je le fais parce que ça permet de... Ben, vous voyez, on est bien entouré, il y a du monde que ça intéresse, ça donne un peu de piquant à l'affaire. Et moi, ça m'apprend quelque chose. Parce que je pense que... vous savez, jamais de la vie on va s'asseoir derrière un bureau et dire tiens, je vais lire une note sur comment se produit l'électricité voltaïque. Il ne faut pas raconter d'histoire, c'est pas vrai. Donc là, on rentre dans un dossier concret, on s'intéresse, on voit des gens, on voit des techniques, on les comprend. Et après, moi, je vais ressortir d'ici meilleur que je suis entré. Et eux, peut-être un peu aider, je ne sais pas. Avec une technologie unique au monde qu'on est prêt à sacrifier manifestement aujourd'hui? Oui, parce qu'ils ne réfléchissent pas à long terme, ceux qui prennent des décisions. Ils réfléchissent à court terme. Le cycle du capital est de plus en plus court et le taux de profit qui est demandé est de plus en plus élevé. Et ce n'est pas la première fois, moi, que je viens dans ces parages pour assister à des saccages de cette nature. Donc si vous prenez à court terme, on peut dire que ce n'est pas rentable. Bon, à court terme, c'est du quoi, 3-4 ans maximum. Bon, 3 ans, on va dire. 4 ans pour faire large. Hein. Et puis après, ça deviendra rentable. Mais eux, ça ne les intéresse pas. Alors après, il peut y avoir le soupçon que EDF ne soit pas intéressé à ce que tout d'un coup, on se mette à produire de l'énergie partout, sans passer par ces installations. Mais EDF appartient à l'État, donc à la collectivité nationale. Et la collectivité nationale, ce qui l'intéresse, c'est l'intérêt général, pas juste l'intérêt d'une boîte. Si, on est content que la boîte soit gérée, hein, c'est pas le sujet. Mais c'est pour dire, quand on est une entreprise publique, on doit avoir comme objectif l'intérêt général. C'est un soutien, mais est-ce que ça va aider à vous sortir de l'ornière la visite et le soutien de Jean-Luc Mélenchon ? Oui, je le pense déjà, on l'a vu directement sur notre site du comité de soutien. Hein. Il a fallu que Jean-Luc déjà fasse une vidéo où on a eu pas mal de gens qui sont venus sur le site apporter leur soutien. Il me semble que hier ou avant-hier, il a encore mis sur son blog où il a reparlé de Nexis, il a fait un appel à venir au soutien. Et là, on a triplé les personnes qui sont venues nous soutenir. Donc oui, je pense qu'il nous apporte un plus, il nous permet vraiment de sortir de ce cocon où on essaye de nous enfermer, quoi. Il va vraiment populariser notre lutte. On espère aujourd'hui toucher le national, parce qu'on a été quand même assez
régionalisé, si je puis dire. On a eu beaucoup de mal à vraiment faire parler de Nexis au-delà de la région. Vous avez bon espoir d'y arriver? Plus que de l'espoir, j'ai la conviction, et oui, on va y arriver. Et par tous les moyens. Parce que ce qu'il y a derrière vous, là, c'est révolutionnaire. Et c'est ça tout le paradoxe et l'incompréhension de la décision d'EDF et de l'État à vouloir fermer une boîte comme ça, quoi. Le gouvernement ne vous soutient pas. Et on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend vraiment pas pourquoi. Alors qu'ils nous sortent la loi de la transition énergétique, où là, nous, on aurait tous les voyants ouverts pour cette loi de la transition énergétique, petite PME, développement des énergies renouvelables avec un produit qui est complètement révolutionnaire. La COP 21 qui se fait en plus chez nous, on aurait pu être l'exemple du gouvernement à pousser justement au développement des énergies renouvelables et de l'industrialisation de ces énergies-là. Et pour autant, non, c'est tout le contraire. Un mutisme complet des deux ministères de tutelle, que sont l'écologie et l'industrie, et du gouvernement en général, quoi. On entend là des bruits de couloir, oui, ils préfèrent revendre les brevets à l'étranger pour s'en foutre plein les poches, ou alors des échanges internations, et puis on vous vend à la Chine des centrales nucléaires, et puis vous gardez le photovoltaïque. Est-ce que ce sont des pistes crédibles? Moi, ce qui est sûr, c'est que oui, la première hypothèse qu'on a fait, c'est que voilà, la France est bonne pour développer, mais pas pour s'industrialiser. On développe des brevets, mais on préfère aller les exploiter ailleurs, parce que d'une, c'est un cash, un retour sur investissement direct, et sans prendre aucun risque. Mais... L'idée, ça serait quand même que la France soit indépendante énergétiquement. Est-ce que le lobby du nucléaire n'écrase pas tout? Ouais, mais justement, là encore, on se retrouve avec une volonté politique. Je pense qu'il faut aussi trouver des solutions alternatives et les allier plutôt que de les mettre en opposition et avoir plusieurs voies et justement retrouver notre autonomie énergétique. Là, on a tous les types on n'en a que deux. Dans le couloir là-haut, il y a exposé tous les panneaux. Ça, c'est la taille du panneau qu'ils fabriquent actuellement. C'est déjà bien, vous voyez, ça fait une taille d'un bâtiment. Oui, il y a déjà des bâtiments qu'on peut équiper avec ça. Absolument. On a déjà un partenariat, mais c'était plus du prototype, des partenariats avec des grands constructeurs où ils ont installé déjà nos panneaux. Et on est en train de démontrer le fonctionnement et la réelle capacité de nos panneaux. Alors après, on va passer à des choses plus grandes encore. D'accord, de quoi équiper des bateaux, et toutes sortes de bâtiments. Et ça vous donne un bâtiment autonome. Peut-être que c'est ça la clé du truc. Pourquoi il y en a qui n'ont pas tellement envie de voir ce procédé se développer? Parce que vous mettez ça sur les murs. Allez, expliquez-vous là où vous... On met ça. Voilà. Donc là, on a un double vitrage standard. On met sur un des vitrages nos panneaux à nous, notre vitrage. Et il faut juste rajouter à la sortie électriques qui sont cachées dans le contour des fenêtres. Vous mettez ça. La grande tour, je vous l'ai dit tout à l'heure, à Marseille, de haut en bas, non seulement elle devient autonome, mais tout le quartier le devient. Vous mettez ça à la tour Montparnasse, je ne vais pas vous dire combien ça économise, parce qu'après EDF va penser qu'on est en train de lui enlever le pain de la bouche. Hein. Mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse, nous les Français. En tête, on pointe toujours les meilleurs. Et ça, on sait le faire. Pourquoi il faut qu'on fasse ça, à votre avis? Qu'est-ce qu'on peut Parce faire que si on ne peut pas faire des phrases sur la transition écologique et blablabla, et des grandes conférences et tout, puis rien faire à côté. Si les nations qui ont un haut niveau technique comme la nôtre, un haut niveau scientifique, où vous avez des gens comme ça, là, qui on peut demander n'importe quoi, ils savent le faire, hein, si nous on marche pas devant, qui va le faire? Qui va le faire? Donc on a une responsabilité, non seulement d'intérêt général pour nous, d'intelligence, mais aussi, je dirais, à l'égard de l'humanité. On sait faire ça. Allez hop, on les fait, et puis après on va en installer dans des tas de pays. Plus besoin de faire les grosses centrales que personne ne sait faire marcher. Surtout pas de nucléaire, parce qu'à leur exporter du nucléaire comme trouvaille dangereuse, il n'y a rien au-dessus. Hein. Vous voyez ça, c'est simple comme bonjour. Moi, ce qui m'impressionne, je vais vous dire, vous me connaissez un peu maintenant, vous avez fait des trucs avec moi, c'est toute cette intelligence, ça me remplit d'orgueil et de dynamisme. Quoi. Je me dis, on sait tout faire dans ce pays. Moi, non, mais franchement, jamais j'aurais imaginé, moi, qu'un truc pareil était possible. Parce qu'on voit à travers très bien, et ça produit l'électricité. Et on est les seuls à savoir faire ça. C'est pas beau, non? Donc il faut le faire. Je comprends pas tous ces types
que ça ne soulève pas d'enthousiasme. Déjà, EDF, ils ont eu la correction de répondre quand j'aurais écrit. Et rapidement. Hein. Ségolène, rien. Elle n'a pas répondu. Hollande, il ne répond pas non plus. Et franchement, vous mettez ça partout. Alors, c'est plus la peine de hurler contre les éoliennes, il n'y en a pas besoin. C'est pas la peine de continuer à se poser la question de savoir s'il va falloir ouvrir une centrale nucléaire ou plus pour l'augmentation de consommation d'énergie. Voilà la réponse. Moi, la COP 21, si j'étais le président de la République française, je m'amène avec ça, et lui sous le bras, et elle là, viens voir. Hein, et je dirais, voilà, j'ai trouvé une solution à une partie de vos problèmes, de nos problèmes à tous. Voilà. Il faut que nous ayons une ligne d'horizon humaine, d'expansion, et qui soit en même temps, donc de ce fait, un volant d'entraînement de l'économie. Où est l'avenir de l'humanité, Jérôme Cahuzac? La mer. La mer, 70% de la surface du globe, 50% des Français qui vivent à moins de 100 km. Il y a là un espace d'expansion terrible. Regardez votre foutu gallois. Pas une ligne sur cette affaire-là. Nous sommes le 2e territoire maritime du monde. C'est par là qu'il peut y avoir l'expansion des Français. Et la mer est moins connue que la planète Mars. Donc nous avons là le lieu l'espace d'un rêve, d'un déploiement scientifique, technique, économique. Voilà, c'est ça l'intuition de départ. 70% de la surface du globe, c'est de l'eau. C'est la mer. La mer immense. La mer qui amortit le 80% des rayonnements solaires. La mer dont à peine 15% des espèces qui y vivent sont connues. La mer, terra incognita, comme on disait autrefois. Alors, voici la mer qui contient 90% des réserves que l'on soupçonne et qui va donc être un enjeu pour les capitalistes qui vont se précipiter là, comme ils l'ont fait partout, saccageant, détruisant, surexploitant, aliénant ceux qui possèdent, pour les dessaisir de leurs biens et de ce bien commun de l'humanité universelle. Eh bien nous pouvons être les premiers, par notre science, notre technique, à la fois à la découverte, puisque 15% à peine de la biodiversité marine est connue. Nous pouvons être les premiers à mettre au point les machines qui s'appuient sur le mouvement de la mer, qui est gratuit et infini aussi longtemps que la Lune sera là. Ces machines qui fonctionnent tantôt sur la différence qu'il y a entre les fonds profonds glacés et la surface plus chaude, tantôt avec le mouvement de la houle, tantôt avec le mouvement général de la mer qui fait qu'avec des bouées, on obtient des mouvements mécaniques qui se transforment en énergie électrique. Nous sommes capables de faire tout ça. Nous devons faire la première station internationale sous-marine d'observation, car il faut faire le bilan de ce qui se passe dans les mers. Jeunes gens, et vous tous, techniciens, techniciennes, ouvriers, ouvrières hautement spécialisés, regardez quel magnifique défi est là. Et nous, les Français, nous pouvons proposer d'abord de reconnaître qu'il y a là une frontière que nous pouvons dépasser et que nous prenons notre part de responsabilité. Pourquoi? Parce que nous sommes le 2e territoire maritime du monde. La seule puissance présente dans tous les océans et face à tous les continents. Nous sommes un grand peuple, un grand pays, avec un rêve à notre mesure qui est là devant nous. Non, je pense qu'il y a un dispositif qui est en place. On peut perfectionner. Mais d'abord, il faut se poser la question fondamentale de savoir pourquoi les choses sont dans cet ordre. La question n'est pas, me semble-t-il aujourd'hui, la priorité d'empêcher les gens d'arriver, que de se demander pourquoi ils partent. Parce que vous avez l'air de croire que émigrer, c'est une partie de plaisir. Mais pas du tout. C'est s'arracher à son village, c'est s'arracher à sa ville. Qui s'en va? Les plus courageux, les plus diplômés. Et cela manque à leur propre pays. Qui est responsable de ça? Nous! L'Europe, avec les partenariats économiques qui obligent ces pays à ouvrir leurs frontières, nous les inondons de produits qu'ils étaient capables de faire eux-mêmes, nous substituons nos produits aux leurs, on y met du blé, on y met à la place du sorgho, on tue les agricultures vivrières. Donc le vrai défi de civilisation, c'est d'arrêter de déménager le monde.
et d'essayer de comprendre qu'une planification écologique est nécessaire dans tous ces pays. Et donc, ces pays ont besoin de leurs intellectuels, de leurs bras, de ceux qui sont les plus courageux. Arrêtez de mépriser les gens comme ça et de croire qu'ils se précipitent après avoir eu des discussions au bled pour savoir quel est le code social qui est le plus favorable. Enfin, je terminerai en disant qu'on ne sait pas de quoi on parle. Parle-t-on de la frontière extérieure de l'Europe ou de la frontière intérieure? J'entends dire des fois qu'il faudrait rétablir des passeports pour les personnes. De qui parle-t-on? De ces malheureux Roms. Même question. Posons-nous la question de savoir pourquoi ils sont tout le temps sur la route. Vous vous figurez qu'ils aiment vivre dans la crasse et la saleté? Pas du tout. Qu'ils aiment que leurs enfants ne soient pas éduqués? Tout le contraire. Demandons-nous pourquoi ils sont si maltraités au point de départ. Bref, la clé, c'est toujours la même. Si on met l'humain d'abord, on peut améliorer la situation. Si on passe son temps à des délires paranoïaques, eh bien évidemment, on n'en finit plus de mettre des barbelés, des tessons de verre, de jeter les gens à la mer. Et tout ça, j'ai envie de dire, hélas, en prenant la mesure des drames dont je suis en train de parler, pour rien. Le monde plus juste, un monde plus humain, ça marcherait mieux. Eux, ils ne connaissent que la circulation des marchandises. D'abord, une fois n'est pas coutume, je veux dire mon accord avec M. Mélenchon. La migration, émigration de ceux qui partent et immigration des mêmes qui arrivent, la migration, c'est le fruit de la misère. Ils partent parce qu'ils ne peuvent pas vivre où ils sont. Et c'est en partie, pas totalement, mais c'est en partie de notre responsabilité. C'est parce qu'en effet, nous les empêchons, en les abreuvant de produits subventionnés pour arriver sur le sol, nous les abreuvons de produits qui tuent leurs agriculteurs et leurs villages. Quand vous dites nous, de qui parlez-vous? L'ensemble des Européens. Et d'autres. Et les États-Unis qui y vont largement. Donc c'est la misère. Et la politique la plus efficace pour lutter contre l'immigration, à supposer qu'on n'ait même pas de considération humaine, c'est précisément de lutter contre la misère et pour un équilibre du monde. Est-ce que vous avez une mesure, deux mesures? Ben oui, je viens de parler on subventionne les céréales pour aller envahir ces pays, les empêchant de cultiver leurs propres céréales, voilà, avec leurs propres habitudes, les obligeant à quitter leur village pour aller s'installer dans des bidonvilles. Ceci est la misère, et c'est cela qui produit l'immigration en grande partie. Il y a des choses sur lesquelles il faut tenir bon. C'est pas simple, des fois, d'expliquer pourquoi certaines choses doivent être maintenues, des principes d'humanisme, de fraternité, de solidarité. C'est pas toujours évident, mais il faut les tenir. Les Roms, c'est un non-sujet ou c'est un vrai problème, Jean-Luc Mélenchon? Il y a également les Chinois, il y a également les Bruns, il y a également les Blonds, il y a plein de problèmes. On peut faire de n'importe quoi un problème gigantesque. Je voudrais rappeler qu'on parle de 17 000 personnes dans le cas maximum. Nous sommes 65 millions. Alors bien sûr, c'est un problème de voisinage. Qui va dire le contraire? Mais est-ce que cela justifie la violence, la sauvagerie qui consiste à aller chercher des pauvres gens, arracher des enfants des écoles, brûler les campements et chasser les gens dans la rue pour qu'ils aillent se réinstaller 200 mètres plus loin et recommencer le même cirque? Je pense que non, c'est pas une solution. Avez-vous tenté de convaincre? Attendez, nous avons des solutions. Je renvoie ceux qui se demandent comment faire à aller voir comment ça se passe dans un certain nombre de communes. Et je veux citer la commune de Viry-Châtillon. Allez voir la maire, Madame Simone Mathieu, qui va vous montrer ce qu'est un village d'inclusion. Vous allez voir ce que c'est que des gosses qui vont à l'école et des gens qui essayent de se sortir de leur situation. Et à La Courneuve ou à Vaux-en-Velin, où des maires front de gauche ont demandé le démantèlement des campements roms? Mais je les comprends. Mais écoutez, à chaque fois... Donc c'est un vrai problème dans ces communes-là. Mais il y a un problème, et je dis le contraire. Ou est-ce que ça n'est pas un problème que des gens campent sans aucune mesure d'hygiène? Mais monsieur Cohen, ce que je veux dire, c'est que la solution n'est pas de pourchasser les gens. Ce n'est pas le problème que je nie. C'est la solution que je trouve très mauvaise. Car que font les gens qui sont chassés de là, monsieur Cohen? Que font-ils? Où vont-ils? Qu'est-ce qu'on leur fait? On les jette plus loin et ça recommence plus loin. Moi, j'ai vu un homme quasiment en larmes venir me voir à Marseille et me dire, Monsieur Mélenchon, au moins laissez nos gosses, demandez qu'on laisse nos gosses aller à l'école. Parce que quand ils iront à l'école, alors ils sauront lire et écrire, alors ils seront alphabétisés et ils s'occuperont de nous et on n'aura plus besoin de mendier et on n'aura plus besoin de vivre dans des cahutes. J'adjure mes compatriotes de comprendre que nous nous abaissons, nous nous dégradons en acceptant qu'on traite des gens de cette manière. Je les adjure de comprendre
comprendre que nous sommes des êtres humains, que nous avons un devoir de protection mutuelle les uns envers les autres, et y compris quand ça va mal. Je demande où sont passées les autorités religieuses qui sont là à nous casser les pieds pour les perruques, les foulards, le poisson, le cochon et je ne sais quoi. Et au moment où il s'agit de la misère des gens, des pauvres à qui on jette des pierres, il n'y a plus personne pour les défendre. C'est une honte. Je le dis de tout mon cœur. Nous pouvons régler ce problème. La France est grande, 17 000 personnes, c'est rien. 1 million de pieds noirs sont venus dans ce pays. J'en étais. Et en 2 ans, il n'y avait plus un problème. De la régularisation des sans-papiers. Oui. Bon, c'est une formule tellement générale qu'elle ne veut rien dire. De qui parle-t-on? Si l'on parle des travailleurs sans papier, pourquoi n'ont-ils pas de papier? Soit parce qu'ils sont entrés sans papier, mais dorénavant ils sont là, ils ont leur famille, ils travaillent, ils payent des impôts, etc. etc. Est-ce que notre idée est de dire, eh ben, vous partez de là et on vous renvoie à la maison? Non, c'est absurde, ça ne tient pas debout. Par contre, le fait qu'il n'ait pas de papier permet aux patrons de les sous-payer ou de les maltraiter. Ça les empêche de se syndiquer, d'exercer leurs droits civiques qui permettent à la société de ne pas être une société de sauvages. Et deuxièmement, des fois, il y a des gens qui sont très souvent des sans-papiers parce que les procédures pour prolonger les autorisations de séjour sont devenues absolument invraisemblables. C'est-à-dire que lorsque Manuel Valls dit pas plus de 30 000 régularisations par an, il dit une bêtise. Oui, une bêtise totale, parce que ça n'a pas de sens. Pourquoi 30 000, Monsieur Bourdin? Pourquoi pas 31? Pourquoi les pas chiffres 40? d'ailleurs, voilà. C'était les chiffres avancés par le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Voilà. Alors quand c'était Sarkozy, on faisait une critique qui, à mon avis, qui était fondée, qui est de dire c'est pas le chiffre qui détermine, Faites c'est la la même situation. critique. Attendez, bien sûr, parce que c'est aussi Gouvernement absurde. différent, même politique. Mais quand c'est la même politique, c'est la même critique qui s'applique, ça serait pas loyal. Les gens pourraient dire, mais Monsieur Mélenchon, vous critiquiez ça il y a 8 jours et maintenant vous critiquez plus parce que ce sont vos amis. Non, non. Moi, ce que je défends, ce sont des idées, pas des personnes. Donc, quel est le sens de dire 30 000? Pourquoi pas 40? Pourquoi pas 50? Pourquoi pas 10? Qu'est-ce qui permet d'évaluer que c'est le bon chiffre, 30 000? Les résultats obtenus au cours de la dernière année. Voulez-vous qu'on regarde de près ces résultats, Monsieur Bourdin? Peut-être pourrait-on regarder qui on a expulsé et d'où. On pourrait par exemple s'apercevoir qu'on expulse beaucoup de monde à la frontière entre la Guyane et le Suriname. Vous croyez vraiment que c'est ça le sujet pour la France aujourd'hui? Vous savez combien ça coûte d'expulser on expulse peut-être... S'il fallait expulser 400 000 personnes, il y en aurait pour 10 milliards. Des hommes ou des femmes en situation irrégulière. On expulse des gens, mais on expulse des gens en situation irrégulière. Je l'ai bien compris. Normal, non? Normal ou pas? Mais ça dépend, Monsieur Bourdin. Bon, ça dépend de beaucoup de choses et en particulier... C'est-à-dire que pour vous, celui qui a un travail, on est d'accord. Je vous résume en une phrase. Pour vous. Il faut régulariser tous les travailleurs sans papier. Vous m'entendez? Tous les travailleurs tous ceux sans qui papier. Travaillent, tous ceux, mais on commence ou qui ont par des là, enfants non scolarisés, non, mais attendez. ou qui... Alors, attendez, quels sont les critères pour vous? Non, mais je ne suis pas ministre de l'Intérieur. Je d'accord, reviendrai vous voir quand je d'accord. serai ministre de l'Intérieur de mon propre gouvernement que je dirigerai en même temps. D'accord? Bon. Donc là, je suis en train de répondre à une phrase que vous avez mise sur le tapis. Qui avait c'est pas moi qui l'ai prononcée, c'est Manuel Valls. Vous avez, donc Manuel Valls nous donne un conseil. Il dit, ce n'est pas être de gauche que de régulariser tous les sans-papiers. Je dis, bah si, c'est être de gauche que de régulariser les travailleurs sans-papiers. Par contre, ce n'est pas être de gauche que de faire la leçon comme ça et de continuer les méthodes de Nicolas Sarkozy. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas être de gauche que de continuer les méthodes de Nicolas Sarkozy. Mais je suis prêt à voir avec vous le débat sur l'immigration. Il y a des gens qui pensent, qui résument le problème à une phrase qui vient de l'extrême droite et qui maintenant est devenue banale. Non mais écoutez, Monsieur Bourdin, je ne résume pas le problème. je ne dis pas que vous l'ayez dit. Je dis que c'est dans le fond de l'air et que c'est... Jean-Luc Mélenchon, je vous demande... Non, mais moi je vous demande quels sont les critères permettant... Pour vous, c'est clair, tout travailleur... Je dis bien travailleur. Exactement. Je dis bien travailleur. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a un contrat de travail. Absolument. Qu'il y a un contrat de travail en règle doit être régularisé. Il doit être régularisé, mais puisque vous posez la question, je trouve, quand il le demande, je ne suis pas d'accord pour qu'il y ait une pareille baisse des naturalisations. Depuis 2 ans, ils ont baissé de 40%. Oui. Alors, le fond de la question est sur l'immigration le suivant. Est-ce que nous avons besoin d'être moins nombreux en France ou est-ce que c'est une bonne chose que nous soyons nombreux? Car quand nous sommes nombreux, c'est ma thèse, eh bien, il y a du commerce, il y a de l'activité, etc. Les personnes immigrées aujourd'hui donnent plus de 12 milliards
qu'elle ne consomme de sécurité sociale. Il y a, Monsieur Valls vient de valider une thèse absurde, vous m'entendez, absurde, anti-économique, ridicule du Front National, d'après laquelle, en réduisant la population, si je vous comprends bien, Manuel Valls tient le discours du Front National, quoi. Sur le sujet d'après lequel il y aurait un rapport entre l'immigration et les difficultés sociales, oui, c'est le même discours et c'est aussi absurde. Dans l'histoire de France, entre 1930 et 1935, on a fait repartir 700 000 personnes, des immigrés qui étaient polonais, italiens, etc. Et dans la même période, le chômage a doublé. Il n'y a pas de corrélation entre le nombre des immigrés et le chômage. C'est un mensonge. C'est une apparence, Monsieur Bourdin, c'est comme si je vous disais, écoutez, si on renvoyait chez eux, je ne sais pas où d'ailleurs, tous les blonds du pays, eh bien, il y aurait davantage de travail pour les autres. C'est absurde. Partout où la population française depuis une ou deux générations, où la population immigrée a été expulsée, le commerce et l'activité se sont effondrés. Il faut arrêter de croire à ces balivernes. La solution, c'est l'emploi, la relance de l'activité, pas de vider cette obsession dont vous avez eu tout à l'heure encore une démonstration à propos des étrangers, qui l'a conduit à dire une sottise aussi considérable que celle qui consiste à dire qu'on va refuser l'aide médicale d'État aux étrangers. Madame Le Pen semblant oublier que les microbes qu'ont les étrangers ignorent qui a des papiers et qui n'en a pas. Et que ceux qui sont sur les gens qui n'ont pas de papiers passeront sur ceux qui ont des papiers. Par conséquent, le devoir humain rejoint le bon sens le plus élémentaire qui consiste à dire que quand quelqu'un est malade, il faut le soigner, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit son sexe. Mais Madame Le Pen n'a pas l'air de le comprendre, tant sa névrose contre les étrangers la hante. Et je dis que nous pouvons créer des dizaines de milliers d'emplois dans ce pays. Dans l'agriculture, par exemple, pardon, si je fais une fixation sur vous, c'est parce que vous êtes en face de moi. Et vous me souriez, alors ça m'aide. Eh bien, regardez, dans l'agriculture, si nous nous tournons vers un modèle d'agriculture paysanne, c'est-à-dire en relocalisant les productions, il y a 300 000 personnes à trouver. Je ne sais pas tout dire. On veut de l'agriculture paysanne. Il faut qu'on ait les gens pour le faire. Donc, il faudra les former. Et certainement pas en faisant où est passée la personne qui a parlé tout à l'heure d'apprentissage. Permettez-moi, oui, alors vraiment formidable ce que vous avez dit, parce que Madame Le Pen a dit un maximum de bêtises. L'apprentissage n'est pas du tout ce dont a besoin notre pays. Nous avons besoin de gens qui soient au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau bac professionnel, pour maintenir une économie de haut niveau. Ce qu'elle ne sait pas, parce qu'elle ne fréquente pas, il n'y a qu'à voir son vocabulaire. Elle dit le travail manuel, elle n'a rien compris. Il n'y a plus de travail manuel. Tout travail manuel est en même temps un travail intellectuel. Un cuistot, vous êtes cuistot ? Oui. Bon, ben c'est un travail intellectuel, vous êtes d'accord ? Oui. La main y est, mais c'est dans la tête que ça se passe. Et quand, dans la restauration, quand vous êtes dans les zones touristiques, vous avez besoin que votre personnel il soit en état de soutenir une petite conversation, des fois avoir une autre langue. Tout ça, contrairement à ce qu'elle croit, ça ne s'apprend pas comme ça, en regardant et en étant, comme on dit, sur le tas. Et ça, c'est vrai pour les emplois comme les vôtres, où il y a un savoir-faire manuel, mais c'est encore plus vrai pour les emplois techniques. Et je dirais enfin une chose, envoyer des gosses, je suis d'accord avec vous, parce que c'est un gosse à 14 ans, c'est un gosse. Envoyer un gosse à la production à 14 ans, c'est ne rien comprendre à ce qui se passe. 25% des emplois, des contrats d'apprentissage sont rompus dans les 3 premiers mois, Madame Ferrari. Et vous savez ce qui se passe à ce moment-là. Le gamin à qui vous avez dit, comme elle a dit elle, « Ah, t'es pas bon pour l'école, c'est pas ton truc, tu t'embêtes, hein, on va t'envoyer à l'apprentissage parce que là, tu vas être bon. » Et là, il est pas bon parce que c'est trop dur pour lui. Et puis parce qu'il faut se coller quelque chose dans la tête. L'école et l'entreprise, c'est pas la même chose. Une entreprise n'est pas une école. Et une école, c'est une école. Eh bien, à ce moment-là, le gamin, il est 2 fois cassé. Une première fois, parce qu'à l'école, on lui a dit t'es pas bon, et une deuxième fois, parce qu'au travail, on lui dit t'es pas bon. Qu'est-ce qu'il devient? Il y a une statistique, ça s'appelle PDV, perdu de vue. On ne sait plus où il est. D'abord, commençons par la délinquance. Oui. On ne va pas globaliser un sujet sans comprendre de quoi on parle exactement. De quelle délinquance me parlez-vous? Celle dont vous avez été victime vous-même. Vous êtes bijoutier, vous avez été attaqué, j'imagine. Oui, ça doit être ça le point de départ. De la délinquance bancaire, hein, pas du tout. Hein, je parle de oui, mais on va y venir quand même parce que... Hein. Mais monsieur, vous venez de mettre le doigt exactement à l'endroit qui fait mal. Pourquoi? Lorsque vous êtes victime d'une attaque à main armée, par exemple, comme ça peut être le cas dans une bijouterie. Des fois, c'est une fois. Des fois, c'est 2 fois. Des fois, c'est 3 fois. Puis des fois, c'est fini parce qu'on est mort. Oui, ça peut en effet très mal tourner. Vous avez raison de le dire.
À ce moment-là, nous devons faire deux constats. Le premier, c'est qu'il y a sans doute un défaut d'organisation du service de sécurité qui permet que des choses pareilles soient possibles. Vous dites que non, mais monsieur, les policiers, eux, pensent différemment de vous. Ils ont observé que les suppressions de postes ont conduit à ce résultat qu'on se trouve aujourd'hui avec un niveau des effectifs de police qui est celui que connaissait le pays en 2002. Et maintenant, avec les effectifs qu'il est prévu de réduire, nous serons à la fin du prochain quinquennat, si cette mesure est appliquée, c'est-à-dire si M. Sarkozy est réélu, nous serons au niveau où on était en 1997. Donc déjà, commençons par dire ceci. Nous avons besoin de forces de sécurité. Vous en êtes d'accord? Non. Non, vous n'êtes pas d'accord. Très bien. Donc, les délinquants s'arrêteront eux-mêmes et viendront vous voir. Ah bah c'est ce qu'il faut, ils tuent maintenant. Monsieur, écoutez-moi. Oui, je vous écoute. Il est absolument impossible de mettre la main sur ceux qui enfreignent la loi si l'on ne dispose pas des services pour le faire. D'accord? Moi, je considère que nous avons besoin de gens dont c'est le métier. Pas vous, pas moi, qui, armés, tout d'un coup, ferions notre justice personnelle. Des services de police de l'État. De l'État. Bien. Donc, on a besoin de ces effectifs. Donc, cela signifie qu'il y a de la dépense publique à envisager. On ne peut pas à la fois demander une meilleure sécurité et demander que la dépense publique soit contractée, parce que les deux ne vont pas ensemble. Par conséquent, la sécurité publique est incompatible avec les politiques d'austérité. Deuxième point, nous parlons nous évoquions l'affaire des cambriolages. On pourrait évoquer d'autres points de la délinquance, mais regardons cet aspect-là, puisque vous en avez été victime, j'imagine. Bien sûr. Et je comprends parfaitement que ça laisse un fort mauvais souvenir, voire beaucoup d'angoisse. Eh bien, que se passe-t-il? Où vont ces gens qui vous ont pillé? C'est ça la question à se poser. Que font-ils ensuite? Ils vont chez le voisin. Eh bien, ils ne prennent pas les bijoux qu'ils vous ont volés pour se les mettre à eux-mêmes. Ils vont les donner à un receleur. Lequel receleur va, lui, déposer sa marchandise ailleurs et la vendre. Bref, je vais faire bref. Au bout de la chaîne, vous avez le système bancaire, l'argent sale qui circule à travers le monde et qui, lui, n'est pas réprimé. C'est pour la raison pour laquelle je dis, moi, que la société... de la bijouterie à la délinquance bancaire, c'est mais c'est moi qui l'ai dit, de la délinquance bancaire. C'est monsieur qui l'a dit, et ne vous en déplaise, chère madame, il n'empêche que les voleurs ne volent pas pour s'occuper. Ils volent pour faire de l'argent. Voilà. Et cet argent, ils ne peuvent le retrouver que par le moyen d'une filière. Et cette filière, elle commence très haut et elle accumule beaucoup d'argent. Par conséquent, une des questions qu'on doit se poser, c'est d'une part la répression sur le terrain, cela va de soi, la sanction. Et ensuite, à l'autre bout, la punition de ceux qui accumulent, cachent et favorisent les trafics. Savez-vous, monsieur, que l'encours bancaire d'une banque dont je vais taire le nom, on va les globaliser, comme ça, ça sera terminé. L'encours des bancaires des banques françaises dans les paradis fiscaux est supérieur à l'encours des banques françaises en Espagne. Est-ce qu'il n'y a pas là une situation suspecte qui mériterait qu'on s'y intéresse, au moins autant qu'aux voleurs de mobylettes derrière lesquels, évidemment, il faut courir. Mais le crime organisé sont deux choses qui se tiennent. Le délit, la délinquance, et le crime organisé et le grand banditisme se tiennent. C'est vrai pour les attaques de bijouterie, c'est vrai pour le trafic de drogue, c'est vrai pour le commerce des armes lourdes. Or, ce sont des sujets qui ne sont jamais évoqués. Alors on va faire peur à la télévision, on va montrer une bijouterie attaquée avec un mortier, et on ne se demande pas, où achète-t-on un mortier, s'il vous plaît? Est-ce que ça s'achète à l'épicerie du coin? Non, c'est un circuit, c'est un réseau. Où sont les grands criminels qu'on va montrer à la télévision en disant on a arrêté celui-ci, on a démantelé tel grand réseau de grands criminels, de trafiquants de drogue? Ou quand va-t-on attraper ceux qui trafiquent le commerce des êtres humains, la prostitution, cette immense masse d'argent qui circule de tous côtés? On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas comment les attraper. Voilà, moi, quelle politique de sécurité je ferai. C'est vrai, je ne suis pas un homme facile de caractère. Et en particulier en matière de délinquance, je ne suis pas sorti de la règle que je me suis fixée il y a bien des années. Premièrement, prévention. Partons de l'idée qu'on doit tout faire pour éviter que la jeune personne ou la personne tombe dans le crime et la délinquance. Parce qu'après, les dégâts que ça provoque coûtent beaucoup plus cher que tout l'argent qu'on aurait dû mettre au début. Deuxièmement, répression. Il faut le faire avec sérieux, application, méthode, technique, pas en agitant comme ça des mots, mais en s'y prenant, en tapant là où il faut taper. Et c'est d'abord les gros bonnets qu'il faut taper, parce que c'est eux qui sont l'aboutissement des petits ruisseaux dont nous avons tous à pâtir. Et enfin, la réparation, c'est-à-dire les droits des victimes, voilà, qui, à mon avis, ne sont pas souvent considérés comme elles devraient l'être, et on devrait faire un bilan sur cette affaire qui n'est pas que matériel, qui est aussi psychologique. Psychologique, surtout psychologique. Voyez-vous, vous avez été attaqué. Je n'ai pas envie d'échanger ma place avec la vôtre. Moi, j'ai subi des cambriolages.
je partage un petit quelque chose avec vous à cet instant. Je suis d'accord avec vous pour dire que le dommage psychologique, dans mon cas, peut-être pas dans le vôtre, était supérieur au dommage matériel. Heureusement, les policiers ont fait leur travail de manière magnifique et mon cambrioleur a été arrêté. Mais pour autant, ça ne m'apaise pas. Non. Ça ne me calme pas car la blessure est là. Et je suis d'accord avec vous pour dire que cet aspect de la réparation psychologique doit être pris en compte dans les droits des victimes et pas seulement les aspects matériels. Monsieur Mélenchon. Eh bien écoutez, on va se fier aux estimations faites par l'Institut de l'entreprise, qui est un institut très libéral, donc qui n'est pas spécialement favorable au front de gauche, et qui nous explique que ça coûte entre 100 et 130 milliards si on prend une fourchette haute. Alors 130 milliards d'euros, ça paraît énorme, évidemment, on vous dit, vous regrettez, ça coûte une fortune. Alors en réalité, il faut dire deux choses. D'une part, la politique actuelle de la France coûte 300 milliards d'euros par an. Vous avez 173 milliards d'euros de niche fiscale, c'est-à-dire de recettes fiscales perdues et d'exonération de cotisations sociales. Ça, c'est tous les ans, ce qui manque dans les caisses de l'État à cause de la politique actuelle. Vous avez 50 milliards d'euros d'intérêts payés sur la dette qui vient du mode de financement choisi qui allait se financer sur les marchés mondiaux des capitaux. Et vous avez 85 milliards d'euros de déficit public supplémentaire qui viennent de ce que depuis 3 ans, au lieu de combattre la crise, on l'accompagne par des politiques d'austérité. Tout ça, ça fait 300 milliards d'euros. Donc la politique actuelle nous coûte 300 milliards d'euros par an. Et pour ce prix-là, qu'est-ce qu'on se paye? Rien. Vous achetez rien avec ça. Hein. Le seul truc, c'est que les seuls qui gagnent, qui profitent, eh bien, ce sont les riches, les titulaires des dividendes, des intérêts, des patrimoines, qui bénéficient de toutes les niches fiscales, toutes les exonérations sociales pour les grandes entreprises. Alors, le programme du Front de gauche, il coûte 130 milliards d'euros, mais il en rapporte au moins 2 fois plus. Parce que toutes ces niches fiscales sociales, tous ces intérêts payés pour engranger des profits pour les banques, eh bien, notre programme permet de les récupérer. Hein. Nous supprimerons au moins 100 à 120 milliards des exonérations fiscales et sociales qui n'ont aucune utilité économique, pour les réinjecter dans la planification écologique, dans le soutien aux PME, dans des investissements dans l'habitat, le logement, etc. Les 50 milliards d'euros d'intérêts payés sur la dette, on les ramènera immédiatement à 10 à 15 milliards. Comment? En demandant à nos banques publiques, à notre pôle bancaire public, de financer ces dettes, ce qui est possible dans le cadre des traités actuels. Les banques privées comme les banques publiques peuvent souscrire des titres de dette publique, mais en nous les faisant payer seulement 1%, c'est-à-dire le prix de l'argent sur le marché monétaire pour ces banques. Rien que ça nous permet de récupérer 30 milliards d'euros par an. Et à terme, nous voulons une réforme de la Banque centrale qui lui permette de financer la totalité à taux zéro. Bon, ben voilà qu'on récupère, vous voyez déjà, entre les niches fiscales et les intérêts sur la dette, 130 à 140 milliards d'euros. L'ensemble de nos réformes fiscales, impôt sur le revenu, impôt sur la fortune, nouvelle contribution des revenus financiers, rapportent encore 40 ou 50 milliards d'euros. On est déjà à plus de 200 milliards d'euros et comme cette politique est une politique qui va relancer l'activité et l'emploi, nous n'aurons plus, au bout de 3 ou 4 ans, les 85 milliards d'euros de déficit actuel. Donc quand on dit ça coûte 130 milliards d'euros, eh bien vous voyez, ça coûte rien en réalité, parce que ce programme rapporte beaucoup plus qu'il ne coûte, ce qui veut dire que notre programme est le seul qui, en plus, je dirais, bonus, en quelque sorte, va permettre de réduire réellement la dette publique et les déficits publics. Et pour 130 milliards d'euros entièrement financés, on a quoi? On n'a pas rien, comme dans le cadre de la politique actuelle de la France, qui coûte 300 milliards d'euros pour rien. Pour 130 milliards d'euros, vous avez 200 000 logements construits par an, vous avez 500 000 places dans les crèches, vous avez les dépenses de santé remboursées à 100%, y compris les lunettes et les soins dentaires, vous avez 15 milliards d'euros investis par an dans les énergies renouvelables pour la planification écologique. Bref, vous avez tout ce qui prépare le progrès, le retour du progrès, tout ce qui prépare l'avenir écologique dans ce pays. Donc vraiment, c'est pas cher. Les Français, la laïcité de l'État, écoutez-moi, la laïcité de l'État, et la loi, elle juge des actes, pas des intentions ni des cultures. On a le droit d'avoir l'opinion qu'on veut en France. On ne condamne pas les opinions, on condamne les actes. Je vous signale que les sectes, comme l'église de Scientologie, n'est pas, quand vous êtes poursuivi, vous n'êtes pas poursuivi parce que vous appartenez à une secte, vous êtes poursuivi
parce que vous avez des pratiques illégales, comme truander le fisc ou abuser de la faiblesse des personnes. Il en va de même pour toute chose. La France est multiculturelle, et encore heureux. Il y a des gens de toutes les cultures du monde. Mais ce que nous avons en commun et qui est obligatoire, ça n'est pas une culture, parce que vous seriez bien en mal de dire laquelle. Ce que nous avons en commun, c'est la loi. Ce n'est pas pareil. Je suis en désaccord la loi fondamental, oui, monsieur mais Mélenchon. je l'entends, mais laissez-moi vous donner le point de vue qui est un point de vue du discernement. Laissez-le s'exprimer, puis vous répondrez. Laissez-moi, je vous en prie, monsieur le maire, terminer pour que vous arriviez bien à comprendre ce que je voudrais essayer de faire. On comprend que vous n'êtes pas d'accord. comprendre. Laissez terminer Jean-Luc Mélenchon, s'il vous plaît. Je voudrais Juste après. Allez-y, Jean-Luc Mélenchon. Dire que je ne crois pas au modèle multiculturel. Et je crois profondément, parce que c'est un point essentiel entre nous, essentiel au débat. Je crois qu'il existe une culture française. Je crois qu'il existe une culture nationale. Et je crois que vous ne pouvez avoir d'unité nationale que si chacun se rassemble autour de cette culture et que la clé de cette culture, c'est notre langue, Jean-Luc Mélenchon, et que la langue française, c'est ce qui fait l'unité de notre nation. Et que si vous estimez qu'il y a un multiculturalisme qui l'emporte sur la culture française, est-ce que vous permettez qu'il vous soit répondu une fois quelque chose, ou bien est-ce que vous avez l'intention de réciter la totalité du catéchisme d'extrême droite qui est le vôtre? Allez-y simplement, Jean-Luc Mélenchon, allez-y. Prenez la parole. Écoutez-moi, vous allez Non, je ne peux pas écouter M. Mélenchon. Non, Bruno Le Maire, s'il vous plaît. On vous a entendu. On vous a entendu. David Pujadas. Non, on vous a entendu. Le dialogue, c'est ça. Chacun son tour. Le dialogue, ce ne sont pas les insultes. Non, personne ne vous a insulté. Le dialogue, ce ne sont pas les insultes. Quand on me traite une insulte, extrême droite, c'est une caractérisation. L'extrême droite est une insulte. Si vous me traitez d'extrême gauche, je ne serai pas d'accord. Mais je ne prendrai pas ça pour une insulte. Je ne laisserai pas sur ce plateau de télévision laisser dire que je suis d'extrême droite ou laisser dire que parce qu'on défend la nation française et la culture française, on est d'extrême droite. Je ne le laisserai pas dire. Eh bien, moi, allez, ça y est, vous avez fini le numéro. Alors maintenant, écoutez-moi. C'est pas un numéro, c'est une conviction, monsieur Mélenchon. Et question numéro 2, si vous vous y entendez. Et je ne vous permets pas non plus de contester mon attachement à notre patrie républicaine. En tout cas, l'Union nationale a vécu, messieurs. Jean-Luc Mélenchon, allez-y, c'est à vous de répondre. Bruno Le Maire, allez-y. Allez-y, on vous écoute. Nous traitons du thème des cultures. Si vous dites qu'il y a une culture française, vous êtes obligé de dire laquelle et de la définir. Ce que nous avons en commun en France, ce sont des lois et des principes. Il y a un instant, pour illustrer ce que serait la culture française, qui bien sûr existe en tant que somme de nombreuses aspirations et cultures. Vous avez donné un exemple, vous avez dit notre langue, la langue française. Vous ne pouviez pas prendre pire exemple. La France n'est ni une couleur de peau, ni une religion, nous en serons d'accord, vous et moi. La France n'est pas non plus la langue française, car 29 pays ont le français en commun comme langue officielle. Par conséquent, ce qui est spécifique aux Français, c'est leur appartenance commune à une communauté légale. Si nous procédons de cette manière, nous sommes en état de rassembler le peuple français sans exclure personne et en acceptant des fois toutes sortes d'innovations que la vie nous amène par des cultures différentes. La culture, monsieur le maire, n'est pas égale à un comportement. Ceux qui disent ça, c'est pourquoi je me suis permis de dire que c'était une thèse d'extrême droite, c'est la fameuse guerre des civilisations. Mais monsieur, je vous explique pourquoi ça l'est. Laissez-moi vous expliquer, ce n'est pas une invective, c'est un argument. Si vous déduisez d'une culture un État, à ce moment-là, vous entrez dans l'ethnicisme. La nation française est définie par liberté, égalité, fraternité. Tous ceux qui se rallient à cela sont français, quand ils ont une carte d'identité française. Voilà pourquoi, monsieur le maire, la France ne peut pas être autre chose que multiculturelle et métissée. Sur ce point c'est notre histoire elle-même. Parce que nous sommes au cœur de notre débat. Je veux exprimer, sans l'invective que vous m'avez adressée, un désaccord de fond. Et un désaccord qui, je pense, nourrit le débat sur votre conception de la nation française. Oui, pour moi, la France est une culture. Oui, les grandes figures de l'histoire, de Gaulle à Bonaparte, en passant par nos grandes figures littéraires, de Montaigne à Camus, en passant par Hugo, c'est notre culture. Oui, nos paysages, c'est notre culture. Aussi, oui, notre culture. Tradition. Non, Karl Marx, c'est notre culture. Kant, c'est notre culture. Non, ce n'est pas. C'est une culture qui appartient à la culture européenne. C'est pas la culture nationale. Oui, notre culture, c'est ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Vous faites le tri dans votre esprit, monsieur le maire, entre ce qui est de l'extérieur et de vous-même. Moi, j'adhère à Kant, Jean-Luc Mélenchon, sans difficulté, et je me sens tout à fait kantien. Laissez-moi simplement vous dire que je suis un homme qui aime la France.
Mais moi aussi, monsieur. Un homme qui aime la France et sa culture. Qui n'aime pas la France ici, en connaissez-vous un seul ? Qui aime beaucoup les réflexions, de Karl Marx ou de Averroès, mais qui estime que c'est la culture allemande ou la culture arabe et que ce n'est pas la culture française. Voilà, moi des fois je discute avec un jeune, je lui dis t'es d'où ? Il me répond Anthony, je me dis bon, c'est pas exactement la question que je voulais poser. Et il me dit et vous ? Je dis moi je suis de Tanger au Maroc. Alors là, le monde à l'envers, on dirait non, c'est le monde comme il est. Et nos banlieues, c'est pour ça qu'on est la nouvelle frontière de la France. On est la nouvelle France. Pour moi c'est là que ça se passe. Pourquoi ? Personne n'a choisi d'être là. Et la vie nous roule, comme elle roule toutes les générations, et puis après il faut faire son bonheur là. Voilà. Donc la réponse c'est qu'est-ce que c'est être français ? Réponse, c'est la suivante. Avoir une carte d'identité nationale. Point. Et après, respecter la loi. Donc l'affaire. Mais on ne demande rien de plus. Il n'y a pas de sentiment d'appartenance. Mais il se crée. Enfin, pourquoi nous, on devrait faire la démonstration ? Pour vous, une personne qui travaille depuis 20 ans en France, qui n'a pas sa carte d'identité, n'est pas français? Ah ben non, si, par la force des choses, il ne l'est pas. Être français, c'est une nationalité. Moi, je ne suis pas algérien. Pourtant, toute ma famille était en Algérie. Je ne suis pas marocain. Pourtant, j'y suis né. Bon, non, ils ne sont pas français. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne doit pas les maltraiter. Hein. Mais être français, voilà, vous êtes naturalisé. Moi, je suis pour une position très, très claire. Naturalisation au bout de 5 ans, possible. Attends, moi, c'est droit du sol. Né en France, français. Voilà, mais ça, c'est la tradition. C'est depuis qu'on a fait accepter des idées loufoques qu'il fallait que ce soit seulement à partir de 13 ans. Si on a fait la demande en 4 exemplaires, on pourra revenir à l'âge de 16 ans pour faire une demande en 8 exemplaires, signée par le voisin, le cousin, le maire de la commune, si les parents ont déclaré. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? La tradition française, ça date de François Ier. Né sur le sol de France, français. Touche la terre de France, libre. C'était ça la doctrine. Pourquoi on l'a changé ? Pourquoi ? Vous, vos parents sont peut-être pas français, hein, j'en sais rien moi. Mais vous bon, ben vous l'êtes. Moi aussi, les miens ont été naturalisés, mes grands-parents. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce qu'il faut prouver ? Bon, on a créé une situation invivable et inhumaine qui est destinée à diviser la population pour mieux la maîtriser et la dominer, et pour faire peur. Voilà. Donc, avec moi, tout ça, c'est terminé. On revient au droit du sol, né en France, français. Sauf si tu veux pas. Si tu veux pas, tu veux pas, c'est ton affaire. Mais sinon, t'es français. Et l'idée, c'est que la France est plus grande, plus forte avec tout ce monde-là. Parce que moi, j'ai découvert deux personnalités. D'abord, ce soir, un avocat qui devrait faire du journalisme, je ne sais pas ce qu'il fait derrière le barreau, parce que... Il n'est pas avocat, il est chef d'entreprise. Je crois qu'il était avocat. Non, moi, je suis chef d'entreprise. Il est chef d'entreprise. Encore pire. Ouais. Bon, laissez tomber ça, il fait du journalisme, parce qu'il y avait de la vie, il y avait du mouvement, etc. Bon, et j'ai trouvé un Mélenchon qui m'a beaucoup convaincu, je me suis mis à l'aimer. Alors après, je le déteste pour certaines choses. Parce qu'il en faudrait tellement des hommes politiques comme lui. Sincère, vrai, authentique. Je ne passe pas la pommade, hein, parce qu'après je vais quand même lui dire ces 4 vérités en face. Je m'y attendais. Oui, avec des vraies convictions, avec un amour passionné de son pays. Moi, tous les présidents que j'ai vus, que j'ai pu approcher, ont toujours un amour passionné de leur pays. C'est pour ça qu'il faut respecter les hommes politiques, mais en France aussi. Et les reproches? Les reproches, c'est que, d'abord, je lui en veux beaucoup, parce que je crois qu'il faut des hommes politiques comme lui, d'être anti et pas alter. On ne peut pas être anticapitaliste, on ne peut pas être anti-progressiste, on ne peut pas être anti-mondialiste, il faut être alter. Il faut proposer une autre façon, un autre capitalisme. On sait bien que rien d'autre ne fait avancer le monde et qu'il faut bien que tout le monde puisse vivre. Il faut proposer une autre façon de faire de l'écologie, et pas une écologie négative, restrictrice, mais positive, allègre. Et il faut toujours essayer de faire avancer les choses. Je lui reproche aussi un peu son pessimisme. Parce que ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il est un peu comme moi, et qu'il dit quand même tout et son contraire. J'aime ça, parce que je pense que la vie, c'est tout et son contraire. Donc il est formidablement optimiste par certains côtés, et il est toujours là en train de vendre la France et d'aimer la France, et puis il devient pessimiste tout d'un coup, parce qu'il voit toujours le côté noir des choses. Par exemple, la retraite. Quand il dit, si on avance l'âge de la retraite, on sera obligé de l'avancer. 67 ans en Espagne, 67 ans en Grèce, en Belgique, en Grèce ils vont y arriver, 66 ans en Amérique, 65 ans en Angleterre. Bon. Mais c'est une erreur de dire que si on avance l'âge de la retraite,
on va être obligé de mettre les gens à 55 ans à la retraite, au chômage, pour qu'ils atteignent la retraite pendant 10 ans. Moi, je crois qu'au contraire, si l'on veut sauver l'emploi des seniors, c'est justement en abaissant l'âge de la retraite qu'on va le sauver. Parce qu'on va faire comprendre, pas-on les premiers, au monde du travail et à tout le monde, qu'aujourd'hui, on a gagné 15 ans de vie et donc 15 ans d'activité de retraite par rapport à il y a 30 ou 40 ans où on n'avait que 4 ou 5 ans d'espérance de vie de retraite. Et puis deuxièmement, je lui fais un autre reproche, c'est une sorte de manque de modernité. Avec un peu de méchanceté, on l'a traité de Georges Marchais, mais ce n'est pas complètement faux. Moi, j'aurais tellement voulu qu'il soit pas le Georges Marchais du XXIe siècle, mais qu'il soit le François Mitterrand, cet homme que nous aimons tous les deux, qu'il avait approché, ne pouvait que l'aimer, du XXIe siècle. C'est-à-dire qu'il soit plus moderniste dans ses idées, qu'il n'essaye pas d'essayer d'imposer un système de pensée collectiviste dont on connaît les échecs, mais qu'il essaye quand même de continuer à nous imposer cette passion qu'il a de dire attention, ce sont les Français qui comptent, attention, nous ne sauverons ce pays que si nous pensons d'abord à ceux qui ont le moins, qui peinent le plus, dont on ne s'occupe pas assez, que l'on ne voit pas assez dans les télévisions. Moi, ça m'a frappé quand il a dit qu'il n'y avait que 2% de Français qui voyaient la télévision. Il a raison. Bon. Donc, il peut apporter beaucoup à la France si, au lieu d'être contre, il est pour quelque chose de neuf et de différent. Alors, réponse sur ce thème-là, Luc Mélenchon. Bon, d'abord, des goûts et des couleurs, il en faut des différents pour faire une belle palette. Donc je ne vais pas chercher à gagner l'affection totale de M. Ségala, mais je voudrais au moins corriger peut-être une image qui résulte des conditions dans lesquelles se déroulent en général les débats. On polémique, il y a un ton qui monte, je suis un homme passionné, je m'engage dans ce que je dis. Et souvent on peut avoir l'impression en effet que je suis contre. Parce qu'en effet, je suis globalement contre le système capitaliste. Je pense que ce n'est pas le dernier mot de l'histoire humaine. L'histoire humaine a bougé, a produit des formes différentes d'échanges et de modes de production. Et j'aimerais être le contemporain de l'invention d'un nouveau monde, d'une nouvelle manière de vivre ensemble, dans laquelle l'appeler un nouveau capitalisme. L'accumulation. Le mot capitalisme n'est pas un gros mot. Non mais c'est sûr que l'ancien, il faut le changer. Je suis complètement d'accord avec vous. Gros mots, tout ça, c'est du langage stéréotypé maintenant. Le capitalisme, c'est une forme d'accumulation. C'est un modèle qui repose d'abord sur l'accumulation. Ce n'est pas le marché, comme tout le monde se goberge avec ce mot. Le marché, il y a 1000 formes de marché. Vous pouvez avoir un marché dans lequel toutes les entreprises sont des coopératives, et pour autant c'est un marché. Vous avez un marché, c'est le troc. Le troc aussi, c'est une économie de marché. C'est pas un avenir, capitalisme... Le troc et la coopérative, on a essayé. Non, en effet, maintenant. Oui, bien sûr. Votre remarque est très pertinente. Merci. Mais je voudrais vous dire que ça signifie seulement qu'il y a plusieurs formes d'organisation du marché. Que quand on a dit le marché, on ne dit pas forcément en même temps gloire au capitalisme. Donc on peut imaginer une société d'échange libre dans lequel il n'y a pas la règle de l'accumulation capitaliste. Mais ça, pardonnez-moi. Il y a d'autres règles. Mais Lionel Jospin, quand il est arrivé au pouvoir, n'a pas dit autre chose. Moraliser le capitalisme. Nicolas Sarkozy, quand il a été voir Obama aux États-Unis, n'a pas dit autre chose. Oui. Attendez, pardon, mais je n'ai à aucun moment dit que je voulais moraliser le capitalisme, je voudrais le dépasser. Je voudrais qu'on tourne la page du capitalisme. Donc je ne me propose pas de le moraliser, je ne veux pas le corriger, je veux le dépasser. Voilà. Moi, le reproche que je fais, je suis tout à fait d'accord avec vous, je suis prêt à m'engager avec vous, prêt à me battre pour ça, parce que je crois qu'il faut que nous inventions une société nouvelle, tous ensemble, où chacun aura sa place, où il va falloir penser autrement, dépenser autrement, vivre autrement, communiquer autrement, faire de la politique autrement. Simplement, ce qui est fondamental pour moi, c'est de ne pas utiliser des recettes du passé, un collectivisme qui n'a pas marché. Et c'est un peu ce que je reproche parfois dans vos prises de position quand vous défendez trop les gens et qui vous rend parfois un peu agressif. C'est que vous m'aurez mal... Monsieur Ségala, je ne veux pas répondre à des choses qui ne me concernent pas. Mais il faut essayer d'inventer un libéralisme moderne, un libéralisme social, un libéralisme de partage. Et pourquoi ça n'existerait pas? Ça existe dans les pays du Nord, pourquoi ça n'existerait pas chez nous? Peut-être, Monsieur Ségala, mais ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc moi je défends autre chose. Et ce n'est pas parce que je défends autre chose que ce que je défends n'est pas viable et n'est pas digne d'intérêt. Donc écoutez-moi. Je ne pense pas que ce soit la solution qui puisse entraîner l'ensemble de la France. Eh bien nous verrons, Monsieur Ségala, nous verrons. Laissez-moi l'honneur de défendre devant mes concitoyens mes idées. S'ils n'en veulent pas, je respecterai leurs décisions parce que je me plie au vote démocratique. S'il vous plaît, laissez-moi vous dire que ce n'est pas seulement dire qu'on est contre
que d'être pour dépasser le capitalisme. C'est dire tout ce que j'écris. Alors c'est peut-être que ce n'est pas assez connu ou que je n'ai pas l'occasion. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit de manière très piquante. Je lis votre blog, il est un peu long, mais je lis votre blog. Alors très bien, donc vous savez que j'ai proposé d'innombrables choses. Absolument. D'innombrables choses. Presque trop. Et vous aviez raison de me dire ça, c'est un peu l'inconvénient de ma position, c'est que si je ne m'avance pas plus, j'ai du mal à dire, eh ben voici ce que je propose. J'essaye de le faire au titre d'un collectif. Mais beaucoup de choses sont proposées. Vous savez, mon programme peut être résumé, je l'ai dit, sur des idées extrêmement simples. Premièrement, un autre partage des richesses. Oui, je changerai le curseur au moins des 10 points qui sont passés des poches du travail à celles du capital au cours des 25 dernières années. Vous voyez, c'est pas le bolchevisme ça, monsieur Ségala. Ces 10 points. Ces 10 points redonneront de la respiration, alors ça c'est en 5 ans, hein, de la respiration au pays. Deuxième, alors les services publics, deuxième point, la planification écologique, parce que nous devons faire une transition entre le modèle actuel et un autre modèle de production et d'échange. Troisième point, la refondation républicaine de la patrie des Français. Nous devons refonder cette République, refonder notre société sur des bases du commun et non de la monarchie, sur la base de la citoyenneté. Donc je suis pour la révolution citoyenne. Je termine, monsieur Ségala. Donc je suis partisan de la révolution citoyenne et mon quatrième et dernier point, peut-être qu'on l'abordera tout à l'heure, c'est qu'il faut sortir du traité de Lisbonne. Nous devons sortir du traité de Lisbonne parce que l'Europe va mourir de ce mauvais choix et des conséquences tragiques que nous voyons aujourd'hui s'accumuler, qui est que ce sont des dispositions qui empêchent les peuples d'être solidaires et que la seule chose que nous sachions faire aujourd'hui, c'est faire des prêts à la Grèce dans des conditions telles que les spéculateurs n'ont pas été dissuadés et font le tour de toute l'Europe. Vous voyez aujourd'hui, c'est l'Espagne. Savez-vous, cher monsieur, que l'Espagne est en dessous des critères de Maastricht, du déficit par rapport au PIB, et que malgré ça, elle est attaquée par les spéculateurs. Parce qu'elle est gouvernée par des socialistes. Alors, moi, j'ai une dernière... on va pas revenir là-dessus, parce que c'est clair. En Belgique, ça vous est arrivé, non? Dernière remarque, Jacques Ségala. Moi, j'ai une dernière question. Justement, ce monde que vous voulez reconstruire, je voudrais quand même, pardonnez-moi, faire un peu le journaliste, c'est de savoir avec qui vous voulez le reconstruire, c'est important. Mais remarque de Jacques Ségala. Moi, j'ai un dernier petit reproche, ça ne va pas lui faire plaisir. À côté de cette belle langue verte que j'aime, pourquoi tout d'un coup la langue de bois quand vous ne voulez pas répondre que vous serez candidat? Mais non, de non, soyez candidat. Si on ne va pas jusqu'au bout de ces... Mais vous qui êtes engagé, qui voulez faire des choses, il faut le dire. Il faut le dire. Dites vous savez quoi? Faites-moi un fan club. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Dites, oui, je me présenterai, sauf si au dernier moment, je ne suis pas en moyen de le faire, je ne me sens pas capable de le faire. Mais osez dire, je me présenterai à la prochaine présidence de la République. Il l'a dit, il est en train de le dire. Il ne dit pas non, qu'il ne dit mot consent. Il a dit également quand je serai président. Il a dit également quand je serai responsable de tous les Français, ça lui a échappé tout à l'heure. Non, et je l'ai noté. Mais moi, attendez, si j'étais, allez, on va un peu rêver, hein. Si j'étais le président de ce pays, la première chose que nous ferions, à part les mesures de justice sociale immédiates, ça serait de convoquer une constituante pour qu'il n'y ait plus de président de la République type 5e République. Moi, je suis pour un gouvernement d'origine parlementaire. Alors là, oui, s'il y avait une majorité parlementaire, oui, là, alors là, je vous dirais tout de suite, oui, je suis candidat pour la mener, pour gouverner, pour être... Oui, là où je le ferais. Mais si vous me demandez si je veux être le monarque républicain de ce pays, franchement, il faudra me pousser dans le dos. C'est quoi la première mesure de justice sociale? Ah ben déjà augmenter les salaires. Ah ben voilà, donc on détruit les entreprises. On vient les taper dans les 1850 € que touche le petit patron. On recommence pas, Hervé. Et le candidat qui porte avec éclat et talent les couleurs du Front de gauche à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, à qui je cède la parole. Je vois notre rassemblement, j'en mesure toute la force qu'il contient. Elle m'inspire et elle m'envahit à cet instant où me revient la rude tâche de marcher devant, portant notre drapeau commun. Dans un moment, la musique et la poésie vont agrandir de nouveau nos cœurs. Acceptons-en toute la leçon. Il est temps
de penser, de vouloir et d'agir en grand, comme la France le peut, forte de sa puissance et de son peuple travailleur, créatif, imaginatif, dévoué à la cause de la liberté universelle depuis l'abolition des privilèges en 1789. Nous ne faisons pas campagne pour un homme, pour un candidat, ni pour un parti, mais pour une immense ambition collective. Un monde nous appelle à l'action, puisqu'en définitive, celui que nous voyons roule à sa fin. Il a une apparence, celle des tyrans du G8 et du G20, qui ont pour président commun celui de notre pays, Nicolas Sarkozy. Cet ordre roule à sa fin. C'est celui du productivisme absurde qui pourrit l'air, vide les mers, épuise les hommes et la nature, comme le disait Karl Marx si justement. L'ordre productiviste, combiné à celui du règne complet de la finance qui pourrit tout, domine les cœurs, les esprits, et réduit toute chose vivante ou inerte au statut de marchandise. Ce dont il est question à travers ce que nous entreprenons, c'est d'empêcher que l'écroulement de cet ordre n'entraîne la civilisation humaine elle-même dans sa chute. Mes amis, dans la nuit noire du libéralisme, des recettes du FMI, des brutalités de toutes sortes dont le monde avait été accablé, le jour s'est levé, celui de la grande révolution citoyenne que notre temps appelle. Elle a commencé en Amérique du Sud avec les peuples du Venezuela, de la Bolivie, de l'Équateur, de l'Argentine. Elle a franchi l'océan. Elle est venue dans le Maghreb où nos frères et nos sœurs ont porté la parole universelle d'exigence de la liberté, de la dignité, du bien-vivre qui sont en définitive le programme de commun de tous les peuples sous toutes les latitudes. Et la voici qui a franchi la Méditerranée. Elle porte le nom des 12 grèves générales des travailleurs grecs. Elle a le visage des indignés qui se rassemblent sur toutes les places. La voici qui s'est avancée jusqu'à celle de Stalingrad et à présent sur la vôtre à la fête de l'humanité. Le jour se lève. Il est demandé le bien vivre, la décence d'une vie digne, où nous ne réclamons rien d'autre que de pouvoir vivre décemment de notre travail, de notre paye justement gagnée dans l'œuvre mise au service de toute la société. Tel est notre programme. C'est le programme qui dit son nom. L'humain d'abord, nouveau drapeau du peuple. Si le peuple le veut, par sa majorité, il imposera que ce qui n'a pas été partagé de bon gré quand c'était temps, le soit de force, par la force de la loi, celle que nous voterons, qui interdira les licenciements boursiers, qui mettra à contribution le capital et ses revenus, et d'abord celui des grandes entreprises félonnes qui, ayant accumulé des richesses sur le travail humain, ne les ont mis d'aucune façon en partage. Les Total qui ne payent pas un seul euro d'impôt, les banques qui se sont gavées d'argent.
Pas un salaire dans une entreprise ne pourra en haut de la hiérarchie être 20 fois supérieur à celui du bas. Pas un revenu ne pourra être supérieur à 360 000 €. Et il faut augmenter le SMIC à 1 700 €. À ceux qui disent que c'est trop, nous posons la question de savoir comment ils expliquent aux gens qui vivent pour plus de 100 € seulement que le seuil de pauvreté, comment ils payent leur loyer, comment ils se nourrissent, comment ils se soignent. Régler cette difficulté et alors nous écouterons le reste. Nous la réglons. Nous proposons à la France un nouveau horizon de développement et de progrès, celui de la planification écologique qui poussera à réorganiser et redévelopper tout notre appareil de production et à réindustrialiser le pays. Ce sont des milliers, des milliers, des millions d'emplois qui sont à la clé de ce projet. Enfin, nous allons en finir avec les traités iniques qui ont confisqué la souveraineté du peuple français pour les soumettre à l'absurde règle de la concurrence prétendument libre et non faussée. Le traité de Lisbonne, nous nous en affranchirons et nous montrerons d'abord dans notre propre pays le changement institutionnel qui libère l'énergie populaire. Nous passerons à la 6e République, à bas la monarchie présidentielle, le régime des valises qui va avec. Pour cela, avant toute chose, et avant même que vous ayez commencé à penser à vos bulletins de vote, tenez pour dite la leçon qui s'impose à chacun d'entre nous, à l'image des camarades que vous voyez sur cette tribune. Résistez! Résistez! Ne cédez jamais! Résistez! Amis, concitoyens, résistez. Pas une usine ne doit être délocalisée, pas une machine ne doit partir, pas une paye ne doit être rognée, ni pillée comme elles le sont aux fonderies du Poitou. Résistez au premier euro qu'il s'agit de vous prendre. Résistez à la première école qu'on veut fermer. Résistez chaque fois que l'on distille autour de vous, dans les cœurs, le poison de la division. Non, ce n'est pas l'immigré, l'ennemi qui prend votre pain, c'est le financier. Résistez à la bêtise, à front de bœuf qui condamne les femmes, à l'odieux sexisme qui nie leurs paroles quand elles protestent contre les violences qui leur sont faites, en plus des discriminations professionnelles auxquelles elles sont enfermées. Résistez contre le coup d'État qui se déroule à présent dans toute l'Europe sous le prétexte absurde qui dit bien quel est le maître qui est servi de la prétendue règle d'or. Eh bien, nous ne connaîtrons, nous, qu'une seule règle, la règle républicaine. Ceux qui ont le plus doivent donner le plus, et ils donneront. Si le président Sarkozy
est si sûr de son affaire. Lui qui pensait qu'il allait faire passer sa règle d'or dans la Constitution, comme il nous avait déjà bernés en faisant passer le traité de Lisbonne contre nos votes majoritaires pour le non en 2005. Alors, si vous êtes si sûr de votre affaire, au lieu de tenter ce petit coup de force en cachette dans le palais des Versaillais, consultez le peuple, demandez-lui son avis, comme le réclament les indignés d'Espagne, du Portugal et de Grèce. Ne décidez pas contre nous. J'achève. Mes amis, notre ambition est immense et rien ne nous intimide cette fois-ci davantage que par le passé. À la suite de nos aînés, quelle que soit la difficulté qui se présente, nous savons que les seuls rêves qui finissent par périr sont ceux qui ne sont pas portés par des cœurs ardents. Alors, ce monde nouveau qu'il faut faire naître, ce n'est pas un accord entre états-majors qui va le faire naître, c'est l'union du peuple tout entier, c'est ce front du peuple qui commencera la nouvelle révolution française, la révolution citoyenne qui, pour notre chance, puisque nous avons une élection en 2012, peut commencer là où tout commence pour un citoyen, avec des bulletins de vote dans des urnes. Oh les cœurs, ardents à la lutte, tous nous allons faire avancer une nouvelle fois le fanal de combat qui rend la France à son peuple.